également à contribuer à donc disséminer l'IA appliquée dans les écosystèmes et à structurer aussi un modèle d'IA au niveau européen. Donc à cet égard, c'est évidemment un très grand honneur et un très grand plaisir pour nous d'accueillir ce soir Renaud Vedel, coordonnateur national de la stratégie IA, ainsi que les collègues de la Direction générale des entreprises et de BPI France. Donc, à la faveur des événements hybrides qui commencent à être un petit peu monnaie courante au temps du Covid, on a aussi le plaisir d'avoir en ligne des partenaires de notre travail quotidien que sont Grand Innov et Cluster IA qui sont donc sur le Livestorm avec nous aujourd'hui, quoique n'étant pas physiquement à Paris. Et enfin, nous sommes ravis aussi d'avoir pu compter sur la participation de Numéum, de Cap Digital et de Dataia pour relayer massivement cet événement auprès des écosystèmes. Voilà, nous allons structurer donc cette présentation autour des piliers, des 5 piliers du plan d'investissement, cloud et data, IA embarquée, IA de confiance, diffusion, formation, et des moments de questions-réponses seront possibles à la fois en présentiel et en digital autour de ces piliers. Voilà, et je cède sans plus tarder la parole à Renaud Vedel. Merci Gaëlle Pinson. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, juste pour le défilé des planches. Alors, pour le défilé des planches, Caroline ou Yanis, attends. C'est là, voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Et après, je crois que c'est nous qui allons. C'est vous ? Vous allez nous dire. D'accord. Voilà. Bon, pardon, excusez-moi pour ce faux départ. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme vous le savez, la stratégie nationale pour l'IA a désormais 3 ans et demi révolu, puisqu'elle a été lancée en 2018, en mars 2018. Et avec une annonce de 1,5 milliard d'euros à l'époque par le président de la République, avec des secteurs prioritaires, la santé, les mobilités, l'environnement, la sécurité et la défense, voilà, merci. Et désormais, on rentre en deuxième phase. Pourquoi en deuxième phase ? Avec 1 an d'avance, simplement parce qu'on s'est rendu compte, et tout à l'heure je projetterai une planche qui le montre, que l'IA a décollé apparemment dans le système d'innovation français en 2020 et en 2021, avec beaucoup de dossiers déposés et beaucoup de financements accordés, notamment par les équipes de BPI France, qui sont l'opérateur principal de l'État. Et donc, on avait atteint le sommet, le maximum, le volume de 1,5 milliard avec 1 an d'avance. Et du coup, le fait de passer à une deuxième phase nous permet aussi, c'était prévu, de coller avec les rythmes d'investissement de l'État et de l'Europe, puisque vous le savez, le PIA 4, Programme d'investissement d'avenir, 4e génération, commence cette année. Et je vais y venir en vous rappelant comment l'IA s'inscrit dans ce plan. France 2030, au sortir de la pandémie, comme plan d'investissement pluriannuel, également commence cette année. Et les programmes européens Digital Europe et Horizon Europe commencent. Donc, c'était intelligent de faire un matching, si je puis dire, de tous ces plans d'investissement afin qu'ils soient imbriqués et que notamment on fasse levier des financements européens. Donc, c'est la raison principale de cette deuxième phase. Bon, juste une planche pour rappeler que, contrairement à ceux qui pourraient penser que l'IA est un phénomène passager, même si ce n'est qu'une discipline du numérique ou un ensemble de disciplines, pour être plus précis, du numérique et de la science, le nombre d'articles scientifiques a été multiplié par 6 en 5 ans, et désormais, un article scientifique sur 25 est un article d'IA appliqué à une discipline. Et par ailleurs, si on prend un autre critère qui est celui de l'investissement en capital risque, dans l'OCDE, désormais, on est passé de 3% il y a 9 ans à 21% du capital risque dédié à l'IA. Il y a peut-être un peu d'IA washing, mais néanmoins, c'est très significatif. Donc, cette phase 2, comme je le disais, elle est imbriquée avec le plan coordonné européen, qui a été lui-même révisé en avril. Ce plan coordonné européen se prolonge par, je dirais, une activité législative européenne assez importante dans le domaine des données. Il y a eu ce qu'on appelle PSI 3, donc les données les données en open data. Il y a le Data Governance Act qui est en train d'être discuté, avec une volonté européenne d'aller sur des espaces sectoriels de données. Donc, je pense que mes collègues du cloud vont en parler. Il y a évidemment le DMA et le DSA, et puis le règlement sur l'IA qu'il faut anticiper, qui sera, et on le verra, on a fait une première étude, on a confié une première étude mandatée, le cabinet EY, et qui a montré que ce serait un impact substantiel sur l'économie. Et donc, il fallait faire tout cela. Alors, juste pour être clair, dans le cadre de la stratégie nationale pour l'IA et dans le cadre du PIA 4,
il y a à la fois ce qu'on appelle un volet dirigé et un volet structurel. Le volet dirigé sur les 20 milliards du PIA, c'est 12 milliards et demi. Ça se traduit par des stratégies d'accélération. Et le volet structurel, ce sont toutes les aides aux écosystèmes de recherche d'un côté et de start-up et d'économie et d'entreprises innovantes de l'autre, qui perdurent. Donc, tout ce que fait BPI France, ils pourront en parler dans les aides à l'innovation transversale générique, continue, et on voit que dans cette part-là, l'IA ne cesse d'augmenter. Mais ça continue. Donc, iPhD pour les jeunes doctorants qui veulent faire quelque chose, créer une entreprise, ça continue. iLab et iNov pour faire de la recherche partenariale ou pour financer de la R&D de jeunes pousses, ça continue. Des projets structurants de partenariat avec IDEMO, ça continue. Et de même dans les enseignements de recherche. La stratégie d'accélération dédiée à l'IA, comme toutes les autres stratégies d'accélération, c'est un plan deep tech. C'est-à-dire, il y a une thèse d'investissement sur un ou deux sujets, on ne peut pas tout traiter. Et comme l'IA est une technologie d'usage général, ça n'aurait aucun sens de dire que toute l'IA est là-dedans. Donc, vous, si vous êtes une entreprise, vous devez regarder non seulement ce que je vais vous présenter ce soir plus en détail, puisque je m'en occupe directement, mais également les stratégies sectorielles ou thématiques qui vous intéressent par rapport à votre entreprise et par rapport à vos produits. Et notamment, vous verrez qu'il y a plusieurs stratégies d'accélération connexes dans lesquelles il peut y avoir de l'IA. Il y a, alors j'ai pris une autre planche, d'ailleurs, ils sont là. Donc évidemment, il y a la stratégie cloud et des hubs de données, donc on va en parler juste après. Mais il y a aussi des stratégies sectorielles comme santé numérique. Il y avait déjà un grand défi sur l'IA, le diagnostic de santé. Éducation, elle doit être, je ne sais plus où, enseignement numérique, ville durable et bâtiments innovants, alimentation durable, système agricole durable, donc il peut y avoir de la robotique agricole de nouvelle génération à base d'IA. Il pourrait y avoir de l'IA dans les industries culturelles et créatives, notamment pour les techniques génératives, si un jour, notamment de doublage, de choses comme ça, si elles se développent. Décarbonation de l'industrie, verdissement du numérique. Alors, à droite, les trois, ce sont des stratégies d'accélération qui ne sont pas encore validées, qui sont en cours de préparation. Donc, si je ne vous parle pas de tout, c'est normal, il y a toutes les autres stratégies qu'il faut aussi regarder. Donc, la stratégie nationale et donc la stratégie d'accélération. Donc, la stratégie d'accélération, c'est les 3 points, les 2 points à gauche et le point à droite. Et le point formation, c'est que du France 2030. Je vais expliquer tout ça. Mais donc, vous voyez bien que la stratégie Deep Tech IA, cœur IA, on va dire comme ça, au centre de stratégie d'accélération, c'est 2 thèses, enfin une double thèse, c'est l'IA embarquée et l'IA de confiance, avec un peu de développement aussi de ce qu'on appelle la diffusion de l'IA dans l'économie. Mais c'est essentiellement ça. Et vous le retrouverez, comme dans toutes les stratégies, les 9 TRL, et donc on couvre tout l'étage. Donc d'abord avec un programme de recherche structurant qu'on appelle un PEPR, et puis évidemment, quand ces technologies débouchent sur des papiers de recherche, de la maturation, du transfert ou de l'essaimage avec la création de start-up. Et donc là, il y a à peu près 100 millions, 98 pour être très précis, qui sont consacrés à cet amont, aussi bien sur l'embarqué que sur l'IA de confiance. Et puis après, on va y venir, vous avez un volet embarqué, un volet confiance, un volet diffusion, et puis 700 millions sur les talents. Je reviendrai à cette slide tout à l'heure pour le détail. Là, vous avez les grandes masses financières. Donc voilà, retenez que c'est 1,54 milliard d'euros sur 5 ans d'argent frais d'investissement. Il peut y avoir un petit peu un peu de budgétaire là-dedans. Et puis, comme évidemment, toujours dans certaines, on est lié par les règlements sur les aides d'État, et donc il y a des règles de cofinancement, et donc on valorise à peu près en prorata les cofinancements privés obligatoires pour lever les fonds publics. Donc ça fait donc 2,2 milliards au total, 25 livrables répartis en 5 axes qu'on va vous détailler. Là, c'était juste pour vous faire voir qu'on avait bien les quatre axes PEPR, maturation, démonstration en conditions réelles et soutien à la diffusion. Et à chaque fois sur les verticales. Et donc, il y a différentes mesures qui collent, mais bon, les slides seront en libre accès, vous pourrez regarder ça plus en détail. Et là, vous avez toutes les actions. Et je vous propose qu'on ne les présente pas maintenant en un seul coup, mais par bloc au fil de notre discussion. Alors, commençons peut-être par le PEPR avant de passer la parole au cloud. Sur le PEPR, donc, vous savez que la stratégie 2018 a mis le paquet. À l'époque, il y avait à peu près 35 à 40% des mesures sur la recherche. Il s'agissait de former, de créer une nouvelle génération de chercheurs en IA. Et donc, c'était même 45% du budget de la stratégie. Donc, il y avait la création de plusieurs instituts interdisciplinaires d'IA,
4 notamment, à Paris-Prairie, à Grenoble, à Nice, à Toulouse. Par ailleurs, d'autres centres d'excellence ont émergé ou se sont structurés. Institut Data IA à Saclay, on peut penser à SEG à Sorbonne Université, on peut penser à Paris, Centre Polytechnique et HEC. On peut penser aussi à Baya à Bordeaux, que j'ai visité la semaine dernière, lors du Salon de la robotique. 190 chaires de recherche ont été financées. Et une chaire de recherche, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un surcroît de rémunération pour l'enseignant-chercheur, parce que on sait que dans la recherche française, ce n'est pas du luxe. Des 2 ou 3 contrats doctoraux ou postdoctoraux pour travailler et des frais d'équipement. Et donc ça, évidemment, ça a été assez apprécié parce que ce n'est pas Byzance encore, mais c'est déjà un vrai plus pour ces chercheurs. Évidemment, des nouveaux doctorats, 500 nouveaux doctorats par an en IA, des crédits supplémentaires sur les programmes d'IA au sein de l'ANR, et puis un développement d'un tout un écosystème avec les programmes Carnot, les IRT et les différents types de financement. Donc, on va poursuivre cet effort avec 73 millions d'euros nouveaux pour les sujets et les thèmes qui nous intéressent, c'est-à-dire l'IA embarquée et l'IA de confiance. Et donc, on insistera aussi, je vais venir juste à l'instant, sur l'intérêt d'avoir aussi une recherche partenariale, collaborative, entre instituts de recherche publique et entreprises. On sait qu'il y a beaucoup de recherche privée en IA de très beau niveau, et il est important qu'on féconde davantage, je dirais, ces écosystèmes. Il y a les dispositifs CIFRE, mais on peut encore faire plein d'autres choses aussi, et vous le savez. Donc, le paysage est un petit peu compliqué. C'est pour ça que j'aime bien faire cette slide. Moi-même, j'ai mis un peu de temps à faire ces slides parce qu'il fallait que je le comprenne. Donc, vous avez, pour justement faire ce mariage et cette connexion, vous avez à la fois les instituts Carnot. Qu'est-ce que c'est qu'un institut Carnot? Ce sont des structures de recherche publique qui sont incentivées, qui sont incitées à faire de la recherche partenariale, c'est-à-dire qu'en plus de leur dotation habituelle, si elles font un contrat de droit privé, elles ont plus de financement du secteur public pour travailler. Donc ça, c'est les instituts Carnot. Et il y en a plusieurs qui font de l'IA. Il y a 39 instituts Carnot au total, et il y en a plusieurs qui font de l'IA. Ensuite, vous avez les instituts de recherche technologique. Il y en a notamment 2 qui sont engagés sur le système d'IA de confiance, Système-X et Saint-Exupéry, mais il y en a aussi d'autres qui font de l'IA, et il y a aussi les instituts pour la transition énergétique. Il y en a 16 au total. Après, vous avez des organismes de transfert que je vais présenter ensuite. Puis après, vous avez des choses qui sont plus dans le domaine des entreprises que vous connaissez, ce sont les pôles de compétitivité, qui ont une gouvernance désormais assez largement régionale, mais il est important aussi qu'on puisse travailler dans ce cadre-là, parce qu'il y a des filières. Et enfin, le dernier dispositif qui rajoute une pièce au millefeuille, mais qui est le système européen, qui peut aussi cofinancer à 50% des structures. Alors après, il n'est pas interdit qu'un pôle de compétitivité soit devienne un pôle numérique, mais cela dit, les collectivités, les régions ont choisi de les organiser sur une base essentiellement régionale. Et donc, dans l'équipe de recherche vers le marché, il y a aussi des structures d'incubation qu'on va soutenir. Il y a une mesure spéciale pour soutenir ces dispositifs. Et évidemment, des systèmes de recherche collaboratifs. Et donc là, la planche, je n'ai pas rajouté Bordeaux encore, mais sur laquelle vous avez évidemment les centres. Et là, ce sont les pôles d'innovation numérique européens. Donc vous le voyez, ils sont essentiellement sur une base régionale. Donc aujourd'hui, pour qu'on rentre dans le détail et qu'on soit plus précis, je vous propose 5 points. Donc d'abord, IA, cloud et hub de données. Et je passe la parole à Pierre et à Noël. Bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Jean-Noël Buick. Je fais partie du ministère de l'économie, des finances et de la relance au sein du service de l'économie numérique. Et je suis accompagné de Pierre Serra, qui fait également partie de ce même service. Alors, je vais vous parler de la stratégie nationale pour le cloud, qui s'appuie en fait sur 3 piliers. Cette stratégie a été annoncée en mai de cette année. Et ce qui va être le plus proche, je dirais, en termes d'initiative de la stratégie IA, ça va être surtout le 3e volet relatif à la politique industrielle. Très rapidement, pour revenir sur les premiers piliers, le premier pilier, c'est le label Cloud de confiance, qui est en fait le label Secnum Cloud, qui a pour objet on va dire, protéger, c'est une réponse en fait à l'enjeu de protection des données, notamment celle de nos concitoyens, des administrations et des entreprises. C'est un label de cybersécurité tout d'abord, mais aussi un label qui contient des exigences juridiques
pour assurer un haut niveau de protection vis-à-vis des lois à portée extraterritoriale. Le deuxième pilier, c'est Cloud au centre. Donc, en fait, c'est le cloud de l'État, tout simplement, qui est un levier de commande publique et qui a pour but aussi, en s'appuyant sur la label cloud de confiance, de protéger de la même manière les données des administrations. Et enfin, le troisième pilier, qui est celui sur lequel je vais m'attarder un peu plus, c'est la politique de soutien à l'innovation et qui s'appelle, en fait, ce qu'on appelle la stratégie d'accélération cloud. Alors, cette stratégie d'accélération, elle est dotée aujourd'hui de 667 millions d'euros de financement de l'État français qui vont venir se déverser dans 3 grands blocs d'initiatives. Le premier bloc, c'est le développement des offres de cloud et le soutien à l'innovation pour 421 millions d'euros. Ces 421 millions d'euros vont financer en fait 23 projets de R&D, dont 6 qui vont s'inscrire dans un contexte européen au travers du PIEC Cloud, PIEC étant l'acronyme de projet important d'intérêt européen commun. Par ailleurs, en début d'année prochaine, on va aussi lancer un appel à projet qui va avoir pour objectif le développement de suites collaboratives françaises. Donc ça, c'est le premier bloc qui fait une bonne partie, je dirais, de cette assiette de 667 millions d'euros. Le deuxième bloc, qui va être ici, je pense, le plus intéressant dans le cadre de la stratégie IA, c'est celui relatif à la construction d'espaces de données. Et je vais laisser dans un instant Pierre en parler. Juste finir la slide avant. Le troisième bloc, c'est le soutien à la recherche pour 66 millions d'euros. Donc là, on parle également d'un PEPR, donc d'un programme d'équipement prioritaire pour la recherche, mais également 30 millions d'euros pour la formation, pour le développement de compétences de cloud et d'edge computing. Donc je vais maintenant laisser la parole à Pierre Serra, qui va plus particulièrement parler du deuxième bloc. Alors, bonjour à tous. Alors, c'est la flèche bleue. Très bien. Impeccable. Donc, je m'appelle Pierre Serra, je suis, comme Jean-Noël, issu du ministère de l'économie et des finances, et je travaille au service de l'économie numérique sur le volet économie de la donnée, et je serai notamment en charge donc du suivi de cet appel à projet mutualisation de données. Donc, je vous ai mis une citation de Thierry Breton, que je trouve assez intéressante et qui traduit bien en fait notre état d'esprit vis-à-vis de cet objectif qu'est la mutualisation de données. Donc effectivement, nous avons manqué la vague des données personnelles, nous le savons, mais cependant, celle qui est sans doute la plus intéressante pour nous en termes de levier de compétitivité, c'est le partage des données industrielles. Les raisons sous-jacentes, en fait, sont assez évidentes et vous les connaissez sans doute, hein, mais la mutualisation des données, c'est un relais de compétitivité, en fait, pour nos entreprises, qui leur permet d'une part de valoriser leur patrimoine informationnel, et puis par ailleurs, c'est également un levier qui permet tout simplement d'améliorer les processus de production de biens ou de services. Et par ailleurs, s'intégrant parfaitement dans la stratégie d'accélération cloud, la mutualisation des données constitue un relais de croissance pour les fournisseurs de cloud qui seront bien évidemment amenés en fait à développer des outils de traitement de données. Alors, comment est-ce que l'on va s'y prendre ? Eh bien, nous allons abonder une enveloppe de 150 millions d'euros pour cofinancer la création d'espaces de données au moyen d'un appel à projet qui reprendra en fait les grandes lignes du précédent appel à projet du même nom que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a été mis en place dans le cadre du PIA 3. Donc très concrètement, en fait, il s'agira de financer des plateformes de partage de données ou bien des initiatives de partage et de mutualisation de données par filière, dans l'agriculture, dans l'aéronautique, dans l'industrie du futur, dans le secteur bancaire et financier, etc. etc. En termes de calendrier, nous espérons pouvoir réouvrir l'AAP, donc, ou plutôt ouvrir la nouvelle AAP au premier trimestre 2022. Et nous travaillons actuellement en fait au calendrier et à la rédaction d'un cahier des charges. Cet appel à projet couvrira une période de 4 ans, donc de 2022 à 2025 inclus. Un dernier point concernant la complémentarité en fait, et la cohérence de cet appel à projet avec Gaia-X et la stratégie législative de l'Union en matière de données. Tout d'abord sur Gaia-X. Donc, Gaia-X, vous connaissez certainement tous cette initiative franco-allemande devenue européenne. Eh bien, ce n'est pas juste un projet de service fédéré en matière de cloud, c'est aussi un projet qui comporte une dimension
espaces de données. À terme, en fait, des espaces de données de dimension européenne émergeront et auront vocation, en fait, à se plugger sur les infrastructures GaiaX compliant. Et donc, au travers de ce financement, de ce cofinancement, pardon, nous voulons soutenir, en fait, la création d'espaces de données et les acteurs français dans cette démarche. Et puis, un dernier point sur la complémentarité avec les initiatives législatives de l'Union. Renaud Vedel en a parlé. Donc, effectivement, il y a le Data Governance Act qui devrait être très prochainement adopté. Normalement, là, on espère qu'il y aura une publication au journal officiel de l'Union à la fin non, plutôt au milieu du second trimestre 2022. Et puis, il y a le Data Act. Donc, en fait, avec ce mécanisme de financement, ce que nous cherchons à faire, c'est contribuer en fait à la traduction concrète et industrielle des ambitions politiques que l'on porte pour créer en fait un cadre de confiance propice à la circulation de la donnée. Donc, je vais vous donner un exemple. Dans le cadre du Data Governance Act, nous nous sommes battus pour créer un nouveau statut qui va permettre l'émergence de tiers de confiance. C'est le statut des services d'intermédiaire de données qui seront astreints à une obligation de neutralité et de séparation juridique des autres activités qu'une entité ou qu'un conglomérat pourrait avoir. Voilà. Je passe la parole à Renaud, sûrement. Bon, merci. Est-ce qu'il y a une ou deux questions sur la partie données, cloud, avant qu'on passe à la suite, mais peut-être sur le sujet, est-ce qu'il y a une ou deux questions? Madame? Alors, on va vous donner un micro pour que tout le monde entende, y compris en distanciel. Bonjour, j'avais une question sur l'appel à projet pour la mutualisation de données, donc c'est la succession de l'APF. Tout à fait. Vous avez parlé de plusieurs appels à projets peut-être thématisés. Est-ce que ce sera juste un global qui sera athématique, ou est-ce qu'il va y avoir une vague avec des thématiques Alors, dans le cadre de la stratégie d'accélération cloud, il n'y aura pas d'appel à projet thématisé. En revanche, nous sommes totalement agnostiques sur les filières qui peuvent déposer. Dans le cadre du précédent appel à projet, peut-être que certains d'ailleurs sont connectés. Nous avons contribué au cofinancement du Hack Data Hub, donc pour la filière agricole. Nous avons cofinancé le Voice Lab, Cargo IA évidemment. Donc en fait, nous n'avons pas de grille de lecture prédéterminée pour sélectionner les projets d'un point de vue filière. Après, s'il y a des sujets, parfois, on essaie d'éviter les recoupements. D'ailleurs, les opérateurs nous le rappellent, et puis c'est pas de bonne pratique, mais parfois, il y a quand même des espaces de jointure. Et si vous le sentez, il faut en parler assez vite. Et puis, il ne faut pas non plus hésiter à regarder avec les porteurs de projets des deux stratégies, c'est la stratégie de domaine et la stratégie intersectorielle, cloud ou IA, et on peut regarder, mais voilà. Bonjour, on aurait une question côté cluster IA, si on peut vous la poser. Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. Est-ce que le principe de la formation d'une base de données spécifique, je dirais, à l'espace moléculaire, qui pourrait réunir à la fois des entreprises de défense, d'aéronautique et des entreprises stratégiques, est-ce qu'un projet de cette nature pourrait être éligible à la ligne de financement que vous avez présentée? Alors, je ne veux pas préjuger pour la simple et bonne raison que nous sommes en train de retravailler en fait le cahier des charges qui, à mon avis, je vous le dis, ne sera pas sensiblement différent de celui qui prévalait pour le PIA 3. Donc, les principes, en fait, restent un petit peu les mêmes. Il faut que ce soit une plateforme ou un espace de données avec un accès non discriminatoire qui fédère une filière avec une gouvernance et une représentativité de la filière au sein de la gouvernance. Et il faut qu'il soit créateur de valeur pour cette filière. Donc, moi, j'encourage tous les porteurs éventuels à se rapprocher des services, en fait, pour pouvoir constituer une ligne de dialogue et préparer au dépôt du dossier si vous estimez que cela rentre dans le cahier des charges et si cela vous intéresse, évidemment. D'accord, merci. Après, si quelque chose ne rentre pas dans ce cahier des charges, ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas de possibilité de financement sur d'autres lignes d'action, d'autres appels. Simplement, ATF, c'est vraiment ça, quoi. C'est ça J'ajoute par ailleurs, je complète également, il y a des financements européens qui sont prévus dans le cadre du Digital Europe Programme. Donc, les documents de travaux de la Commission, si je ne me trompe pas, sont maintenant en ligne et vous pouvez trouver donc des lignes en fait budgétaires prévues par l'Union pour le financement d'espaces de données sectoriels.
avec des montants qui varient pour une phase exploratoire de 5 à 10 millions d'euros. Et pour la phase post-exploratoire, si je ne me trompe pas, on va souvent aux alentours de 15 ou 20 millions d'euros, pour certains même jusqu'à 30 millions d'euros par projet, je précise. Avec toujours les conditions européennes, c'est-à-dire quand même Bien des acteurs plurinationaux, si je peux dire. Alors, on a quelques questions du coup sur l'Estan. Oui. Une question d'Angelica. La part privée correspond-elle aux investissements français et européens, les deux ou autres? Une question qui est apparue assez tôt dans la présentation. Sur quel point particulier, en fait? C'est pas plus d'informations. La nature du financement, oui. C'est financé à 50%, donc une partie vient de l'État, Ah, l'autre partie oui. vient de... Alors, bon, effectivement, donc, comme l'a précisé Renaud, il y a des règles applicables en matière d'aide d'État auxquelles on ne peut pas véritablement déroger, à l'exception du PIEC. Là, effectivement, on peut significativement déroger. Du reste, dans le cadre du PIA 3, je ne veux pas préjuger du PIA 4, on était sur 1 euro d'argent privé égale 1 euro d'argent public. Donc, c'est un cofinancement. Donc, en fait, les acteurs de la filière qui veulent se mobiliser pour créer un espace de données doivent participer au financement du projet. Alors, une autre question du coup sur les storms de Nicolas cette fois-ci. Je souhaite savoir si l'intégrité de la stratégie nationale qui permet la mise en place des impacts environnementaux. Je propose qu'on réserve ce point, c'est dans la diffusion qu'on reste sur les données cloud à ce stade. Et qu'on puisse peut-être passer au deuxième point. Bon, très bien. Merci beaucoup. Juste pour clore le premier point, simplement, je voulais quand même rementionner pour tout le monde qu'on a créé l'opérateur national Jancy avec l'aide des opérateurs en réseau, et puis derrière le navire amiral Jean Zay, il y a tout un réseau à la fois régional et puis européen, le programme TRACE. Donc on a un équipement de calcul intensif avec une section convergée donc dédiée à l'IA, qui a trouvé son succès et son public, parce que désormais elle est à saturation. Il y a 2 dossiers par jour en moyenne en moins de 18 mois qui sont déposés. Il y a une équipe support de 9 personnes très appréciées, et il y a aussi un projet, ça a été annoncé assez rapidement et succinctement par Cédrico, de cloud de recherche. Tout n'est pas encore bouclé, mais regardez ça dans les prochaines semaines, parce que c'est évidemment aussi ouvert en partie aux entreprises selon les règles, pour des projets de recherche qui donnent lieu à publication. Il y a déjà plus de 10% de l'allocation qui va à des startups ou des entreprises plus grandes. Ça peut éventuellement un peu croître. Et évidemment, d'abord, on investit pour faire suivre cet équipement avec l'état des besoins. Donc, il va doubler sa puissance de calcul l'an prochain, c'est en cours. Évidemment, l'État se prépare, et là, ce n'est pas la stratégie pour l'IA, mais à l'échelle exascale. Et puis, il y a ce programme de cloud de recherche. Donc, regardez un petit peu tout ça. Et si vous avez des besoins, notamment spécifiques, n'hésitez pas. Il y a une page très bien faite d'accès. Et puis, on n'est plus sur des rythmes uniquement d'accès annuel. Il y a beaucoup plus de souplesse que ça désormais au fil de l'eau. Donc, voilà. Et donc là, d'ailleurs, vous voyez l'ensemble des entreprises qui ont déjà bénéficié ou fait des projets en partenariat avec Jean Zay. Donc, pourquoi pas vous? Sur l'IA embarquée, donc. Alors, pourquoi avoir choisi l'IA embarquée? Pour 2 raisons. D'abord parce que, comme le dit souvent le commissaire Breton, la génération actuelle d'IA est très largement dans le cloud, souvent dans des applications B2C, mais c'est un petit peu stylisé et ça va bien au-delà. Mais il va émerger et il va continuer à émerger dans les prochaines années une IA plus décentralisée, plus près du calcul, et sur lesquels il y a bien des places à prendre qui sont aujourd'hui pas complètement préemptées par des acteurs de très grande puissance monopolistique ou oligopolistique. Donc, il y a quelque chose à jouer. D'autre part, il y a une scène française de l'embarqué extrêmement dynamique, à la fois sur le composant et sur le logiciel. Et donc, on veut soutenir cela. Avec d'abord une montée en gamme de ce qui actuellement est en maturation, en démonstration et qui pourrait être mis sur le marché rapidement. Donc, des projets collaboratifs de R&D sectoriels, avec à la fois soit du hardware, des accélérateurs spécialisés, des choses comme ça, soit des couples hardware-logiciel ou des couches logicielles, on va dire, basses, qui permettent d'optimiser le hardware. Et on voit que ce n'est pas tout à fait neutre par rapport à certains produits, notamment américains, ou carrément des logiciels adaptés à l'embarqué. On n'a pas là, c'est pareil, on n'est pas borné. C'est assez large comme éligibilité.
Et donc, voilà. Et le second sujet, c'est les architectures d'avenir. Et peut-être pour en parler, je passe la parole à Fabien Levoyer, qui travaille sur ces deux questions, puis à BPI France pour présenter l'appel à projet. Voilà, sur les différentes mesures. Bonjour à tous, donc, je suis Fabien Levoyer, chef de projet en IA à la Direction Générale des Entreprises. Donc, le pilier IA embarqué, il s'inscrit en complémentarité du programme de recherche amont qui va viser donc à développer une offre, développer des composants et des modèles d'IA de plus en plus frugaux en énergie. Et donc, ce pilier embarqué, il est constitué de 3 mesures phares. Je passe assez rapidement sur la contribution française au projet important d'intérêt européen commun électronique et connectivité, et également sur l'infrastructure de tests et d'expérimentation sur l'Edge AI dans le cadre du programme Digital Europe. Sur ces 2 programmes européens, en réalité, on a sécurisé des cofinancements nationaux. On est assez finalement dépendant soit de la sélection par la Commission européenne dans le cadre de son dispositif Digital Europe, soit de la notification des aides d'État dans le cadre de l'IPCEI électronique et connectivité. Donc, ce que l'on a fait en réalité, c'est sécuriser une part de cofinancement national pour accompagner la mise en œuvre de ces projets européens. 110 millions d'euros. Voilà, 110 millions d'euros au total. Ce qui, je pense, vous intéressera un petit peu plus, c'est pouvoir parler en quelques mots de l'appel à projet sur l'IA embarqué, qui est ouvert depuis le 8 novembre dernier. Celui-ci s'est construit notamment par une large consultation des parties prenantes, à la fois des entreprises qui intègrent des solutions d'IA embarquées et également des fournisseurs de composants, donc la filière électronique. Il vise à mettre en adéquation une offre de composants et de modèles pour l'IA embarquée avec la demande des secteurs économiques. Et il y a 2 objectifs principaux donc, qui ont été évoqués notamment dans les slides précédents. Le premier objectif, il va viser à diffuser une offre qui est aujourd'hui relativement mature, déjà présente sur le marché, au sein des secteurs économiques. Donc, on est sur des projets qui sont des projets court terme, on est sur des TRL assez élevés, et l'objectif, il est de diffuser le plus largement dans le plus de secteurs économiques ces briques technologiques. Notamment par le biais de démonstrateurs en conditions réelles pour intégrer des composants qui vont être adaptés aux contraintes de performance, de consommation énergétique du cas d'usage final. Le deuxième objectif, il est à un peu plus moyen terme. On est sur des technologies un peu moins matures, avec des TRL plus bas, et on va soutenir la maturation d'architecture matérielle avancée par des preuves de concept, notamment dans des cas d'usage industriels qui sont aujourd'hui un peu plus à l'avant-garde de ce type de développement technologique. Donc, vous verrez dans la présentation de Julie de BPI, que je remercie, un certain nombre de projets qui pourraient être financés dans le cadre de ces 2 volets. Donc, il y a une liste de technologies, de projets qui pourraient être éligibles. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Julie pour qu'elle présente le dispositif, les grandes lignes et notamment les critères de sélection. Et puis ensuite, on pourra répondre à vos questions. Oui, bonjour à tous. Je vous remercie du coup pour ce webinaire d'information. Donc, l'idée, c'est effectivement de présenter l'appel à projet maturation technologique et démonstration de solutions d'IA embarquées qui est actuellement ouvert et qui court en fait sur quasiment 1 an, puisque je vais vous l'expliquer, mais il clôture pour l'instant au 5 octobre 2022. Donc, comme l'a rappelé Fabien, on peut passer. Je ne sais pas si je peux. Ouais, super. Non, c'est bon. Effectivement, l'appel à projet, déjà, il se décompose en 2 grands volets. Ces 2 grands volets, ça va permettre de financer certaines typologies de projets et certaines typologies de technologies. Donc là, vous avez des exemples de typologies de projets qu'on va pouvoir financer. Ce qu'il va falloir retenir, c'est que le volet A, donc celui sur le déploiement des solutions basées sur l'IA, c'est un volet qui est assez aval pour le coup. Donc, on va avoir des projets potentiellement d'intégration, d'optimisation. Alors que le volet B, pour le coup, est un petit peu plus amont, puisqu'on va venir financer des projets de maturation technologique, des architectures et des plateformes dédiées à l'IA. Donc,
par rapport à votre projet, il faut toujours savoir si on se place dans un côté qui est plus amont ou plus aval, et effectivement voir si le projet que vous présentez entre dans une des typologies qui sont citées ici, même si, comme l'a dit Fabien, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Donc, on peut avoir des projets assez largement sur ces deux volets. Donc, effectivement, on est sur un calendrier d'ouverture de quasiment une année, hein, donc avec des relèves intermédiaires et une clôture au 5 octobre. La relève intermédiaire, c'est vraiment que vous pouvez déposer votre projet au 26 janvier ou alors au 1er juin ou encore au 5 octobre et qu'il est analysé, qu'il est étudié, qu'il est évalué à ces dates-là. Donc, il y a vraiment 3 fenêtres de tir qui s'étalent sur cette année-là et je vais vous expliquer ensuite au niveau du process de sélection, les délais et comment tout cela se met en place. Évidemment, si après vous avez des questions sur votre projet en particulier et que vous avez besoin de savoir si oui ou non ça rentre dans le volet A ou dans le volet B et si votre projet est vraiment en phase avec les critères de l'appel à projet, on peut évidemment prévoir des temps d'échange, que ce soit par mail ou par téléphone, pour pouvoir vous accompagner en fait et vous assurer si oui ou non vous êtes dans le scope de l'appel à projet. Voilà, vous n'hésiterez pas, je vous ai mis effectivement l'adresse de contact à la fin de la présentation. Donc, je vais vous parler ici de quelques conditions qui sont importantes et qui sont très structurantes à avoir en tête. D'abord, vous avez des critères qui sont communs aux deux volets, au volet A et au volet B. Les critères qui sont communs, déjà, ce sont quelles sont les dépenses que vous pouvez nous présenter, c'est-à-dire quelles sont les dépenses sur lesquelles il va pouvoir y avoir un soutien public, un soutien de l'État. Ces dépenses-là sont les dépenses assez classiques que vous connaissez si vous avez l'habitude de faire des projets de R&D. Donc, on va venir soutenir tout ce qui est salaire de personnel interne, tout ce qui est sous-traitance, tout ce qui est contribution aux amortissements et éventuellement des autres coûts comme les achats ou des consommables, mais qui sont directement liés au projet. Ensuite, on finance aussi vos frais indirects. Les frais indirects sont les frais connexes, hein, et en général, on prend 20% de vos salaires de personnel. Ça vous donne une idée un petit peu. Ça sont les types de dépenses éligibles. À ces dépenses-là, on va appliquer des taux de soutien. Ça va déterminer en fait le montant de votre aide. Et ces taux-là, vous les avez. Donc, c'est 40% maximum pour les petites entreprises. Donc, les entreprises qui sont entre 0 et 50 salariés. Et 30% max pour les PME, donc jusqu'à 250 salariés, entre 50 et 250. Donc ça, ce sont les taux max d'aide, les intensités pour les entreprises, c'est-à-dire les organismes qui ont des activités économiques. Et ensuite, vous avez les taux d'aide pour l'activité non économique, donc en général les laboratoires, les universités, les partenaires académiques. Et là, on a deux types de manières de financer ces organismes-là. Soit on prend 100% des coûts additionnels, les coûts marginaux, c'est-à-dire tous les coûts qui vont en plus de l'activité j'allais dire usual, enfin, l'activité normale de l'organisme, ou alors on prend 50% des coûts complets, c'est-à-dire que là, on prend y compris souvent le personnel permanent. Donc, il y a deux modalités d'aide de ces organismes qui ont une activité non économique. Et ensuite, la durée des projets, donc 12 à 36 mois. En général, c'est une durée indicative, mais ça vous donne quand même bien... ça donne une belle indication. On a un financement qui est toujours un mix de subventions et d'avances récupérables. J'y reviendrai pour le détail. Et effectivement, comme ça a été dit aussi en début de présentation, on vient voir comment s'articuler éventuellement avec des programmes de financement européen avec cofinancement national. Je pense surtout à KDT, peut-être Euro-HPC. Mais c'est des choses qu'on peut voir aussi après si vous avez des questions particulières sur ces sujets-là. Ensuite, il y a des conditions spécifiques au volet A et spécifiques au volet B. Les conditions spécifiques au volet A, c'est que déjà, il n'y a que des projets... Pardon, on est toujours sur ça, je suis désolée, un peu longue. On vient financer que des projets pour nos partenaires, c'est-à-dire des projets individuels. Il faut qu'il y ait un seuil, il faut que vous atteigniez un seuil de dépenses éligible de 4 millions d'euros, d'accord? Et ici, pour la répartition justement du mix dont je parlais tout à l'heure, subventions et avances récupérables, on va venir financer en général jusqu'à 60% de subventions. Effectivement, comme on est dans des projets qui sont relativement aval, ça explique la différence que vous allez voir avec le volet B sur ce point-là. Sur le volet B, on va venir financer à la fois des projets individuels et des projets collaboratifs. Donc, vous avez un seuil différencié. En individuel, il faut atteindre au moins 2 millions d'euros
et en collaboratif, il faut atteindre au moins 4 millions d'euros. Et en revanche, ici, la part de subvention est un petit peu supérieure puisqu'on peut aller jusqu'à 75% de subvention. Voilà, parce que tout simplement, on est sur des projets qui sont un petit peu plus amont et donc, a priori, plus risqués. Donc, voilà pour les intensités d'aide et les modalités de financement. Au niveau des critères de sélection, c'est les critères de sélection qui sont assez généraux et qu'on va retrouver sur tout le programme d'investissement d'avenir en général. Donc, on va venir voir le caractère innovant et la valeur ajoutée du projet par rapport à l'écosystème, par rapport à l'état de l'art. Voilà. Donc là, on va regarder le degré de rupture, la maturité, etc. On va venir ensuite regarder l'impact économique du projet, donc vraiment la crédibilité du modèle économique, la capacité, enfin ça c'est dans un deuxième temps, mais effectivement tout ce qui va être retombée économique, toutes les hypothèses de chiffre d'affaires, enfin, les marchés potentiels visés, les marchés cibles, etc. Vous avez une deuxième partie qui est très importante également, c'est la capacité du porteur à venir porter son projet, donc la capacité du porteur ou du consortium si on est dans le cadre d'un projet collaboratif. Et enfin, on va effectivement regarder aussi l'impact environnemental du projet. Donc, on a des canevas en fait dans les dossiers de candidature qui nous permettent et qui vous aident en fait à essayer de mesurer l'impact environnemental et sociétal du projet. Donc, voici les 4 grands critères en fait de sélection que vous pouvez retrouver évidemment dans le détail dans le cahier des charges, mais ce sont les 4 critères principaux. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que tout ce qui va être mis en œuvre et le suivi va se faire avec BPI-France. Donc, c'est avec BPI-France, une fois qu'il y a une décision d'aide, que vous allez contractualiser, qu'on applique en fait des versements à des étapes clés, c'est-à-dire qu'on va déterminer avec vous quelles sont les étapes clés du projet et justement essayer de cadrer nos versements avec ces étapes clés pour que vous puissiez bien mettre en place votre calendrier. On fait également des réunions de suivi régulières, des reportings réguliers pour suivre les indicateurs du projet, pour suivre les livrables du projet. Et enfin, donc, pour ce qui s'agit de l'avance récupérable, de manière générale, on fait un remboursement qui est forfaitaire, donc toujours après la fin du projet, en général un différé de 1 ou 2 ans, et ensuite vous remboursez sur du forfaitaire pendant 2 à 5 ans. Pour vous donner une idée un peu claire de ce qu'est le processus de sélection, donc clairement, vous êtes en montage de projet, donc c'est le moment où on peut échanger avec vous et qu'on peut répondre à vos questions sur le cahier des charges, qu'on peut répondre à vos questions sur le dossier de candidature. Ensuite vient le moment de la relève, donc les 3 dates, 26 janvier, 1er juin, 5 octobre. Donc là, c'est le moment où vous déposez votre dossier complet. À ce moment-là, nous, on étudie au niveau de votre dossier complet. En général, il y a un premier filtre de présélection, il y a une première présélection qui est faite par l'État. Ensuite, vous êtes éventuellement invité à venir présenter votre projet lors d'une audition, lors d'un oral, où votre projet en fait est challengé par un jury d'audition. C'est à ce moment-là qu'il y a effectivement un deuxième filtre de présélection. Et à l'issue de ce deuxième filtre, si votre projet est présélectionné par l'État, il est instruit par BPI-France pour que BPI-France soit en mesure de présenter en fait une proposition d'aide à l'État et qu'il puisse y avoir une décision de financement. Donc, vous avez vu, j'ai mis un délai indicatif de 4 mois entre le moment de la clôture du dossier et la décision de financement. Ça peut varier parce que forcément, les délais varient en fonction de la complexité et de la taille du projet. Et ensuite, vous rentrez, si tout va bien, une fois qu'il y a une décision de financement de l'État, en conventionnement avec BPI-France. Voilà, ça c'est sur le processus de sélection. Pour pouvoir préparer votre dossier de candidature, nous, on a mis en téléchargement en fait, un modèle de dossier de candidature qui est directement sur le site de BPI-France, donc qui est composé de plusieurs annexes. Le dossier de candidature, il est assez complet, il peut parfois faire peur, mais pour le coup, c'est vraiment des canevas où on peut vraiment vous accompagner, il faut vraiment suivre le canevas et ça vous permet d'avoir les éléments techniques, les éléments économiques, les éléments financiers très clairement et qui vous permettent aussi, vous, de construire votre dossier en fait petit à petit. Effectivement, on a mis aussi à disposition des grilles d'impact environnementaux, sociétals, économiques. Ça vous permet de finalement mesurer également ces impacts-là. Tous les dossiers de candidature sont à déposer de manière dématérialisée sur un extranet. Donc, pareil, on vous a mis l'adresse, mais c'est directement cliquable sur notre site internet. Vous avez un bouton qui vous permet de vous inscrire sur cet extranet.
et qui vous permet de déposer de manière sécurisée et confidentielle vos dossiers de candidature lorsqu'ils sont prêts. On vous a mis quelques conseils pour maximiser vos chances. Donc, la première chose à savoir, c'est que le cahier des charges, il est autoporteur. Ça veut dire que tous les critères de sélection dont je viens de parler et toutes les conditions, elles sont explicitées dans un cahier des charges de manière transparente. Donc, certes, c'est quelques pages évidemment à lire, mais pour le coup, il y a toutes les informations. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Le canevas de dossier détaillé, effectivement, toutes les annexes et les tableurs qui sont mis à disposition sur le site. Et pour le coup, également, on est à votre disposition pour répondre à vos questions s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs dans ce canevas ou si vous avez besoin d'être accompagné pour comprendre certaines rubriques. Et enfin, un conseil, c'est effectivement tout ce qui est critères d'impact. C'est un élément qui est très important en fait dans le plan d'investissement d'avenir et dans le plan d'investissement France 2030. C'est vraiment quel est l'impact de mon projet, donc en termes économiques, en termes environnementaux, en termes sociétals. Donc, c'est vraiment un point qu'il faut approfondir dans vos dossiers. Donc, un point de contact des Pays France, unique, stratégie avec un S, accélération de payfrance.fr et un point de contact DGE. L'idée, c'est qu'on se répartit un peu, si vous avez des questions plutôt sur l'éligibilité de votre projet, est-ce que mon projet est bien en phase avec la stratégie d'accélération? Dans ce cas-là, je vous conseille plutôt le point de contact DGE. Et quand vous avez des points plutôt administratifs de remplissage de votre dossier de candidature ou sur le process de sélection, plutôt de vous adresser à stratégie accélération BPI France, donc à nous. Là, vous trouvez le lien de la page internet sur laquelle il y a à disposition tous les dossiers de candidature et le cahier des charges dans sa totalité. Donc, n'hésitez pas à consulter cette page et à nous contacter. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je peux prendre des questions ici. Et dans tous les cas, on pourra aussi répondre à vos questions directement par mail ou par téléphone si vous avez besoin d'échanger de manière plus confidentielle ou en bilatéral. On est à votre disposition. Merci Julie. Y a-t-il des questions? Oui. Merci, bonsoir. J'ai une question sur le volet B. Je ne comprenais pas si c'était forcément matériel ou si c'est d'accord purement logiciel ou que aussi qu'on peut entendre pour ce volet. J'ai pas très bien entendu votre question, mais je pense que c'est sur la typologie des projets attendus. C'est surtout sur l'aspect matériel des projets. Est-ce qu'il y a forcément une part matérielle dans les projets du volet B? Ou est-ce qu'une plateforme purement logicielle peut être éligible? Ok. Je pense que pour le coup, peut-être Fabien, tu as plus d'éléments. A priori, sur le volet B, on est vraiment sur le développement d'architecture matérielle avancée, notamment de certains types d'architecture. Ça peut être neuromorphique ou autre. Donc, l'objectif, il est vraiment pour le coup sur les architectures matérielles, sur le volet B en tout cas. Alors que sur le volet A, on a à la fois différents types de technologies où on peut soutenir aussi de l'algorithmie sur l'aspect démonstration. Vous avez ça pose un problème particulier? Quel est votre cas d'usage ou votre... C'est j'ai noté l'accélération de l'IA en général. Et pour moi, l'accélération va par l'accès thérapie de données, par la manipulation de thérapie de taille réelle. Et ça, ce sont des solutions logicielles qu'on bosse. Du coup, c'est ça ma question que j'avais derrière. Si on cherche à accélérer le projet d'IA, est-ce que c'est visible ce genre d'outils? Et du coup, c'est pas matériel, c'est vraiment logiciel. Après, nous, c'est vrai qu'on a établi différentes typologies des projets en fonction du cadrage qu'on a pu faire, en fonction des projets qu'on a pu voir dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt. Mais peut-être que ça vaut aussi la peine de pouvoir regarder ce qui peut s'inscrire en complémentarité du matériel. S'il y a des projets logiciels intéressants, ça peut être on regardera ça avec intérêt aussi dans le cadre de ce volet, je pense. Plutôt DGE, IA.dge, ouais. Oui, quand vous avez un doute sur la frontière, n'hésitez pas à venir poser des questions. Et si d'ailleurs on s'aperçoit qu'il faut trouver d'autres
d'autres mesures. Il y a également une mesure notamment sur des démonstrateurs d'IA frugales, etc. Donc, s'il y a des algorithmes qui peuvent porter là-dessus, elles ne sont pas encore totalement spécifiées. On peut aussi retravailler la question plus tard. Donc, vraiment, ne vous censurez pas. Enfin, ce qui nous intéresse, alors évidemment, c'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres, mais si je puis dire, mais voilà, quand vous avez un projet sérieux, que vous y croyez, etc., n'hésitez pas à venir nous questionner, y compris nous challenger un peu sur la façon dont on a monté nos mesures. Et le PIA, c'est quand même quelque chose qui peut aussi permettre des redéploiements, de créer de nouvelles mesures d'ici un an. Enfin, voilà. Et comme il y a quand même aussi beaucoup de mesures génériques, on peut quand on a un bon projet, je pense qu'il est rare qu'on ne trouve pas au moins une solution. Et si on ne la trouve pas, c'est peut-être qu'on a mal fait les choses et qu'on puisse les re-regarder. Ce n'est pas non plus exclu. Oui, Stéphane. Là-bas. Juste une question complémentaire, c'est par rapport à la conception d'un système d'accélération d'IA basé sur le hardware open source. Est-ce que c'est très bien de faire des hardware open source, mais est-ce que le système de hardware ne soit pas open source? Je ne crois pas qu'il y ait d'obligation que le hardware, pour être soutenu, soit open source. Simplement, on accompagnera aussi des plateformes structurantes, notamment on sait, voilà, c'est un secret de polichinelle, qu'il y a des acteurs académiques importants en cours de recherche qui ont des projets un peu transsectoriels, et c'est important aussi de les accompagner s'ils déposent, s'ils en ont besoin. Mais évidemment, les entreprises pures et dures peuvent aussi gagner leur vie, et c'est tout à fait légitime. Je vous propose de passer au troisième point. Merci Julie à nouveau. Merci à vous et à disposition s'il y a d'autres questions. Voilà, donc servir l'avenir, c'est une belle devise. Donc sur l'IA de confiance, on peut revenir à cette slide. Donc vous connaissez, pour certains d'entre vous, j'imagine beaucoup, le grand défi sur l'IA de confiance dans les systèmes critiques. Bon, il a un titre d'ailleurs qui est plutôt sécurisé, certifié, je ne sais plus, enfin un titre assez long en fait, qui est piloté par Julien Caroni et l'IRT Systemix, mais qui intègre beaucoup d'acteurs, et je dirais même de plus en plus d'acteurs, ce qui est une très bonne chose. Il est notamment très connu pour son pilier principal, qui est le pilier technologique, donc de développement d'un environnement de conception de systèmes à base d'IA, je dirais, fait pour les systèmes critiques et complexes, avec une forme de qualification. Et donc, ce programme qui a été monté en partenariat avec désormais, enfin, qui a des journées, donc je vous invite à aller regarder sur le site internet qui est très bien fait, confiance.ai, qui détaille tout cela. Donc, de plus en plus d'acteurs l'ont rejoint. Donc, il y avait au départ des grands acteurs industriels transsectoriels, 2 IRT. Désormais, il y a, et puis des organismes de recherche, notamment les plus gros organismes de recherche nationaux en IA. Cet été, il y a eu 13 organismes de recherche supplémentaires qui sont rentrés dans le mouvement, donc pour multiplier des cas d'usage et des réflexions sectorielles. Et puis, il sera annoncé par Cédrico cette semaine le résultat d'un appel à projet qui a été passé auprès de start-up, qui a été dépouillé. Donc, il y a une douzaine de start-up qui rejoindront ce programme et qui ont été reçus à l'appel à projet. Donc, la liste sera connue, je crois, le 16. Et donc, je ne vais pas faire de spoiler aujourd'hui. Il a également un pilier relatif à l'homologation et la certification fonctionnelle, parce qu'évidemment, il faudra que des tiers indépendants, soit de manière volontaire par les entreprises, soit dans le cadre d'obligations réglementaires ou législatives, puissent avoir des outils pour faire cela. Et puis, on sait aussi que pour anticiper la réglementation européenne, le règlement l'AI Act, qui sera extrêmement important et complexe à appliquer, il faudra aussi travailler sur la norme, puisque, comme vous savez, le règlement horizontal est de haut niveau et le mode de régulation et de législation européen fait une large part à la normalisation, notamment pour spécifier les choses domaine par domaine, voire technologie par technologie. Il y a donc une approche de subsidiarité, et il est important pour la France, les industriels français de tout niveau, d'être aussi présents à travers des formes d'organisation. Et donc là, le troisième pilier développe beaucoup de choses là-dessus. Et on réfléchit notamment aussi à
à développer aussi une compétence spécialisée pour les startups qui ne sont traditionnellement pas présentes dans l'organisation. Elles n'en ont pas forcément les moyens ni la possibilité, mais il est important que ce qu'on fait dans l'organisation ne percute pas vos modèles d'affaires et que vous puissiez anticiper, voire contribuer. Donc là, le grand défi avait 45 millions d'euros d'investissement, dont 30 millions d'argent public dans le PIA 3. Cet argent n'est pas encore complètement dépensé. Et sur 4 ans, nous prévoyons 80 millions d'euros supplémentaires pour, pas forcément que le grand défi d'ailleurs, ça peut être d'autres sujets, d'autres projets, mais il y a évidemment préparé à la fois l'aval du grand défi et la préparation de l'arrivée de l'AI Act avec, le mot plateforme est un peu générique, c'est un mot un peu valise et c'est pour ça, c'est volontaire parce qu'on n'a pas encore totalement spécifié les mesures, mais il y a évidemment l'idée d'avoir des outils logiciels, voire hardware de certification des méthodes intersectorielles. Et donc là, les acteurs du programme Confiance AI notamment y travaillent. Et ils y travaillent sur plein de sujets. Je peux vous rappeler des têtes de chapitre. Si je retrouve mes petites notes, voilà. Donc il y a 7 flots. Il y en a un qui porte sur un stock fédérateur de plateformes. Il y en a un qui porte sur les processus et les méthodologies de confiance, diacritique des définitions. Enfin, il faut dépasser le haut niveau et rentrer dans des méthodes d'ingénierie. Il y a la caractérisation de la confiance. Il y a comment on conçoit quelque chose par rapport aux normes qu'on s'est fixées. Il y a plusieurs façons de le coder. Et évidemment, avec des méthodes statistiques qui ne sont pas forcément soumises à la preuve formelle de la même manière qu'autrefois, il faut retravailler cela. Il y a une ingénierie de la donnée, de la connaissance et de l'information. Il y a des questions de stratégie de certification. Et puis, évidemment, il y a des questions d'embarquabilité de temps réel qu'on retrouve également dans le spécifique en termes de certification. Et puis, je vous renvoie à une étude assez intéressante qui a été faite récemment, donc, dans le cadre du Grand Défi, réalisée par le cabinet EY, qui a été publiée en partie mais sur le site d'EY. Donc, vous pouvez la retrouver. Elle s'appelle « Sans confiance, quel avenir pour l'intelligence artificielle dans l'industrie ?» Et là, il y a eu un effort de chiffrage, d'abord de recension des principaux cas d'usage aujourd'hui d'IA de confiance dans 9 secteurs, l'aéronautique, la pharmacie, l'énergie et les réseaux, le ferroviaire, les minerais, le pétrole et le gaz, l'automobile, l'assurance et la banque. Et donc, il y a à la fois la recension des principaux cas d'usage auprès des 20 ou 25 acteurs majeurs de la filière au niveau mondial, et puis une évaluation de ce que ça représente en termes de marché. Et on s'aperçoit que dans ces secteurs, il y a quand même 50-80e, soit 60% à peu près, de cas qui relèvent de l'IA de confiance. Donc, ça veut dire qu'il y aura vraiment un impact des réglementations et qu'il y a vraiment besoin aussi de développer des outils. Donc, il y a aussi un marché d'ailleurs il y aura un marché relativement substantiel sur ces technologies et l'écosystème français pourrait aussi s'en saisir dans le cadre, autour. Donc, à la fois, c'est un sujet pour les gens qui développent l'IA pour leurs produits et à la fois aussi un marché, et notamment pour des startups, pour fournir les briques qui vont permettre de certifier tout ça. Donc là aussi, en vous rapprochant du grand défi, vous pouvez, c'est le but, essayer de maximiser pour ceux qui veulent s'y mettre. Voilà ce que je voulais dire sur l'IA de confiance. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour, Antoine Langlois, Société Zéro. Oui. Donc, la question est simple, est-ce qu'il est possible de préciser ce que vous appelez un système critique? Alors, un système critique, c'est, on va dire, prenons l'AI Act, puisque l'AI Act définit un petit peu quels sont ces systèmes. Vous avez d'abord l'annexe 2, qui définit plein de secteurs qui sont déjà en fait soumis à des réglementations sectorielles de produits d'ingénierie parce qu'il y a un risque de sûreté ou de sécurité. En gros, pour simplifier ou hyper simplifier. Donc, c'est beaucoup les secteurs de l'aéronautique, du ferroviaire, de l'automobile, le secteur de la santé, et en gros, tous ceux qui ont une réglementation sectorielle européenne, donc du marché unique, dans lequel l'IA, finalement, n'est qu'un bloc de plus et dans lequel l'IA doit se fondre dans les méthodes éprouvées de ces secteurs. Et donc, la réglementation sectorielle elle a la vocation à donner un peu des règles égalisatrices, mais après, évidemment, ça, c'est de haut niveau. Après, il y a un moment, il faut aller un peu plus précisément dans un dispositif médical. Ce n'est pas forcément comme dans un véhicule, comme dans un drone, etc. Donc, c'est ça que ça veut dire l'IA de confiance pour, je dirais, les systèmes critiques. Et après, vous avez des systèmes qui ont une criticité plutôt par rapport aux droits fondamentaux. Et là, c'est l'annexe 3 du projet de règlement, parce que là, on est plutôt sur des biais
qui peuvent, des biais ou des formes de non-reproductibilité ou des problèmes de fiabilité insuffisante, etc., qui peuvent survenir évidemment à tous les stades, dans les données recueillies, dans la modélisation, dans le nombre de multiparties, dans la façon de tester et la fréquence de test, dans la façon de reporter tout au long du cycle de vie les systèmes d'IA. Comment le dire pudiquement, pour l'instant, le secteur de l'assurance n'était pas inclus dans l'annexe 3, mais je ne parierai pas ma main qu'elle n'y figurera pas à la fin. Pardon ? Oui, pour l'octroi de crédit, c'est déjà dedans, tout à fait. Mais bon, il y a des idées qui circulent, et notamment, il y a eu des critiques adressées à la Commission sur le fait que l'assurance n'y figure pas. Donc, et en général, un texte rentre au Parlement européen, enfin, sort du Parlement europééen, souvent un peu plus durci sur les questions de droits fondamentaux qu'il n'y rentre. Donc, voilà, je serai vous, je regarderai ça de très près avec vos équipes et éventuellement le secteur, parce que je pense qu'il faut que la voix du secteur soit présente dans ces débats. Qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on définisse strictement ce qui est justifié. Bon, il est difficile de justifier qu'il n'y a pas de risque de sélection dans l'assurance, sur la tarification, etc., mais jusqu'à un certain point. Et il faut aussi qu'on se batte collectivement. Alors, bon, la présidence française, je le dis, est un moment dans lequel la présidence doit être neutre, en retrait, en surplomb, donc je ne m'exprimerai pas de manière critique sur le texte. D'abord, ce n'est pas forcément mon rôle, mais en même temps, la France a toujours porté dans les mois précédents un message d'équilibre entre le respect de l'innovation, notamment la question des bacs à sable. Et on voit bien, il y a 3 ans, on parlait d'IA essentiellement supervisé. Aujourd'hui, il y a l'apprentissage, enfin, il y a les systèmes par transfert, tout ça évolue extrêmement vite. Donc, il faut aussi qu'on bâtisse une réglementation future-proof. Et donc, il faut, voilà, donc c'est très, très important que les secteurs regardent ça de près avec leurs juristes spécialisés. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'IA de confiance? Donc, sur les mesures, hein, vous les voyez, donc je les détaille. Donc, oui, pardon. Ah oui, parce que donc, dans l'IA de confiance, vous avez d'abord une réflexion éthique, et puis encore une fois, contrairement à ce que pensent parfois un peu vite certains juristes qui ne connaissent pas l'intelligence artificielle, dans le domaine statistique, ce n'est pas une checklist qu'on doit appliquer. Il y a des compromis, il y a des arbitrages à faire. Et donc là, l'éthique, c'est quelque chose de pratique, c'est une sorte ça relève de la praxis. Et donc il y a des choix qu'il faut pouvoir documenter, notamment vis-à-vis des contrôles futurs ou en cas d'accident ou en cas de dommage. Mais il y aura bien des choix, parce qu'on sait très bien que sécurité et parfois transparence et explicabilité peuvent s'opposer. De la même manière, protéger le groupe le plus réduit contre les discriminations, ça veut dire aussi paradoxalement avoir plus de données d'apprentissage sur ce groupe. Enfin, et donc ces principes, inévitablement, c'est comme dans n'importe quelle charte juridique ou constitution, il y a des principes qui sont en contradiction potentielle les uns avec les autres. Il faut donc les équilibrer. Et une réglementation saine ne peut pas aller dans quelque chose de plus que de fixer des principes de haut niveau et laisser une part irréductible de responsabilité aux acteurs. Et c'est pour ça que l'AI Act a une approche par les risques, qui aura, un peu comme dans la RGPD, une sorte d'étude d'impact à faire préalablement et à pouvoir justifier. Mais on ne peut pas tout prévoir et tout écrire dans la loi. Ça serait d'abord étouffer l'innovation et empêcher les acteurs de travailler. Mais voilà, donc l'éthique sera très utile. Et l'éthique peut être codifiée dans le droit jusqu'à un certain point, mais encore une fois, rarement au-delà de principes de haut niveau. C'est pour ça qu'il faudrait bien regarder le règlement européen qui sera loi française, la normalisation éventuellement des régimes sectoriels, et puis des principes éthiques généraux qui sont là, avec ce qu'a fait le groupe Altaï, par exemple. Mais maintenant, Altaï a fait ou l'OCDE ont fait des réflexions intéressantes, mais maintenant, il faut les porter dans des secteurs et je dirais les acclimater à un secteur, voire même parfois à un sous-secteur ou à des différents cas d'usage. Comme je le montrais, dans chacun des secteurs, il y a différents cas d'usage. Donc l'antifraude, ce n'est pas la même chose que la tarification, ce n'est pas la même chose que… Enfin, voilà. Il y a une question sur l'APSOM, rapidement sur ce sujet-là. Oui. Il y a pas mal de questions qui reviennent autour de piliers, autour de l'IA inclusive, sobre, les problématiques environnementales, les problématiques de biais. Est-ce que ça fait partie de ce qui est poussé par la stratégie aujourd'hui?
Alors, l'IA de confiance, elle doit être inclusive puisqu'elle doit être non discriminatoire par rapport à certains risques sociaux. Donc, c'est l'annexe 3. Donc, tout le règlement, une partie substantielle du règlement portera sur cette IA-là, et notamment l'IA qui a trait au crédit, au recrutement, peut-être à l'assurance. Je ne vous le souhaite pas, mais je pense que vous l'aurez. À la fin, évidemment, la police et la justice, l'IA au travail, enfin voilà, tous ces secteurs-là qui sont listés à l'annexe 3, pardon, dans les 8 domaines de l'annexe 3, sont quelque part de l'inclusivité. Et évidemment, le fait de développer des systèmes d'IA avec une approche, comme on dit en français britannique, multi-stakeholder, donc multipartite, et parfois d'externaliser, d'avoir un regard différent, d'avoir aussi des équipes diversifiées, fait partie de la possibilité de limiter les risques. Et puis enfin, il y aura aussi des organes de contrôle. Donc je rappelle que le règlement prévoit des obligations assez lourdes postérieurement à la mise sur le marché, donc d'avoir un registre de tous les systèmes d'IA à haut risque dans l'annexe 3, donc un registre unique, donc une déclaration. Donc ça veut dire que c'est public, que le système existe, qu'il est sur le marché. Deuxièmement, il pourrait y avoir des contrôles a posteriori en cas de plainte. Troisièmement, il y a un devoir de signalement de déclaration d'incident si on constate que le système qu'on avait développé avait une faille et avait produit quelque chose de l'ordre et qu'on le corrige. Bon, il n'y aura pas forcément de suite, et je l'espère, il faut être raisonnable, mais il y a un devoir aussi de rendre compte aux opérateurs pour qu'ils puissent éventuellement comprendre ce qui se passe, un peu comme les incidents de cybersécurité, il y a des obligations, et du coup, ça permet aussi aux opérateurs éventuellement de prévenir ou d'apprendre des actions correctives vis-à-vis d'autres entreprises qui pourraient connaître les mêmes problèmes et qui ne les ont pas encore vus. Donc il y a un rôle comme ça d'unification du système. Donc ça, c'est pour l'inclusivité. Et puis sur la question frugale, oui, alors simplement, il faut bien voir que c'est un sujet complexe, c'est-à-dire que derrière le mot frugal, qu'est-ce qu'on met ? Il y a évidemment deux choses. Il y a à la fois la frugalité, enfin plusieurs choses. Il y a la frugalité de l'IA elle-même, et on sait que, notamment le deep learning est consommateur. Néanmoins, on sait que toute la tendance et le mode normal de développement des systèmes, c'est de faire en sorte que lorsqu'on a défini quelque chose qui est performant, on cherche ensuite à avoir des métriques d'efficience pour réduire par la quantisation, par les lagages, par plein de choses, le modèle et en réduire la taille, et notamment dans l'embarquabilité. Et donc, une des raisons pour lesquelles on choisit de parier sur l'embarquabilité, c'est que par nature, l'embarquabilité a des contraintes de ravitaillement, d'alimentation énergétique. Donc pour nous, c'est un proxy aussi pour une IA soutenable avec la transition écologique. Donc ça, c'est la première réponse. Et puis deuxièmement, vous verrez que dans la diffusion, mais j'en parlerai tout à l'heure, on a prévu 40 millions d'euros pour un futur appel à projet des démonstrateurs. Néanmoins, on se donne le temps d'y réfléchir, d'abord en recueillant des propositions. Est-ce qu'il y aura un appel à une manifestation d'intérêt? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, vous voyez qu'on attend que la stratégie de verdissement du numérique soit présente. Et puis enfin, l'IA elle-même peut contribuer dans plein de domaines à optimiser. Donc optimiser la matière, donc à favoriser l'économie circulaire. Il y a d'ailleurs aussi une stratégie d'accélération qui porte sur l'économie circulaire. Donc on attend que tout ça soit un petit peu stabilisé et on agira en complémentarité. Mais bien sûr que oui, on doit aujourd'hui, pour respecter les objectifs de 2050, de neutralité carbone, se poser la question d'une IA frugale. Une dernière question, après on peut laisser continuer. À propos des sciences humaines et sociales dans les AAP, est-ce qu'on peut envisager des projets qui sont 100% SAS, ou est-ce qu'il faut envisager des projets plutôt technologiques qui intègrent les sciences humaines et sociales? Mais on n'a pas d'exclusivité. L'IA est une technologie d'usage général. Je crois savoir que le traitement, par exemple, automatique du langage naturel est l'une des frontières de l'IA depuis 2018, donc qui peut être très utile au SHS. Et les humanités numériques en général et les SHS sont les bienvenus pour développer des projets. Alors, c'est vrai que la stratégie d'accélération pour l'IA, elle est plutôt centrée sur la technologie, mais vous verrez dans le volet diffusion, il y a notamment des questions sur les challenges de données, sur la valorisation des données entre des institutions qui ont des données et des gens en IA qui pourraient mieux les valoriser. Et donc là, par exemple, les SHS sont toute leur part. De la même manière, dans la partie PEPR, il n'est pas exclu, mais bon, il est vrai que là, pour l'instant, on parle d'embarquer. Mais par contre, dans d'autres stratégies, les sciences sociales sont les bienvenues. Sur la ville durable, la ville est habitée par des gens. Donc, il peut y avoir tout à fait une approche SHS. Dans l'agriculture, il y a aussi des agriculteurs. Donc, voilà, donc il n'y a pas d'exclusive. Et en tout cas, dans la stratégie nationale pour l'IA, les SHS et les humanités numériques sont les bienvenus. Et j'y viendrai peut-être dans la partie formation. Merci.
Donc voilà, donc, dans les mesures sur l'IA de confiance, donc, on a prévu 10 millions notamment pour développer un petit peu les actions du programme Confiance AI avec des partenariats peut-être européens, avec l'Allemagne, avec d'autres pays. Pour l'instant, c'est pas encore. On attend que le gouvernement allemand ait son programme d'action complet. Il y aura aussi l'idée de soutenir ce qu'on appelle pour l'instant plateforme d'interface composant logiciel, mais donc on voit bien que donc, pour l'IA de confiance, c'est également très important. Il y aura donc un côté démonstrateur, donc on voudrait en financer au moins 4 dans 4 domaines différents. Donc là, pour aller plus loin et aider le marché, les filières à s'organiser. On a prévu 10 millions d'euros là aussi pour des initiatives qui permettront d'approcher et de fournir des outils aux futures autorités de contrôle. Et enfin, 1,6 million, mais qui sont un reliquat du PIA 3 sur la stratégie de normalisation. Mais là aussi, il faut mettre un peu d'huile ou de beurre dans les épinards, plus d'eau. Parce que l'huile dans les épinards, c'est pas terrible. Donc, sur la diffusion de l'IA, là, je rappelle, bon, je vais passer très vite, mais tout le volet structurel dont j'ai parlé reste applicable dans la diffusion. Donc, c'est un outil de diffusion massif et on le voit. Et je vais vous montrer les chiffres. Donc, alors, soyons concrets. C'est un dépouillement manuel fait par des équipes sur dossier. Il y a sans doute un petit peu d'IA washing. Personne n'est dupe. Et on sait que c'est un mot qui coche beaucoup de cases actuellement. Néanmoins, avec la permanence des méthodes, on voit qu'aujourd'hui, les projets qui sont financés à la fois par l'État et les régions et opérés par BPI France, ça, ce sont des statistiques fournies par BPI France, que je remercie à nouveau. On voit que ça a explosé. Donc, en bleu, c'est le PIA, et en bleu clair, et en bleu foncé, c'est le total des aides régionales. En abscisse, c'est les millions d'euros. Et donc, vous voyez qu'en 2020, on a doublé à la fois sur des projets PIA, et aussi quasiment, on est donc en PIA à près de 200 millions d'euros, et on est à 600 millions d'euros avec toutes les aides régionales et nationales. Et en 2021, au premier semestre seulement, on avait encore doublé. Donc, il se passe quelque chose et l'IA est en train de percoler, en tout cas dans les entreprises innovantes, puisque ce sont essentiellement elles qui perçoivent ces aides. Donc voilà, ça vous donne un indicateur de ce qui se passe dans la diffusion. Et nous pensons qu'il faut encore accélérer cela. Et donc, on a prévu beaucoup de mesures, toutes ne sont pas forcément chiffrées. D'abord, on souhaite accompagner des plateformes logicielles, je dirais open source. Donc, on sait qu'il y a une plateforme de rang mondial qui s'appelle Scikit-Learn, qui sur un segment particulier, qui est la data science, qui n'est pas sur le deep learning, mais néanmoins qui a son utilité, qui a son marché, alors surtout sous la recherche, mais on souhaite aussi développer et donner à ces plateformes les moyens d'évoluer, y compris pour répondre à des besoins d'entreprises. Donc là, c'est pareil, un dialogue avec des entreprises qui s'y connaissent ou qui ont une vision. Nous sommes preneurs. Donc, on a parlé de la mutualisation des données. Donc là, c'était une référence, mais ça a déjà été présenté. Je rappelle aussi que depuis 4 ou 5 saisons, il y a ce qu'on appelle les challenges IA. Donc, c'est une mesure qui permet à des organismes qui ont des données à valoriser, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, de devenir des sponsors, et à des entreprises qui ont des solutions, d'amener une solution. Et l'État finance, enfin BPI France, finance le mariage et le projet. Sachant que, évidemment, l'entreprise qui développe reste propriétaire de sa technologie, mais il y a un intérêt mutuel partagé. Donc, on a quand même prévu 3 millions d'euros par an, avec évidemment des contreparties privées. Et là, on voit aussi que ça pourrait peut-être servir aussi à développer, peut-être pour certaines filières, des jeux d'apprentissage. On n'est pas fermé, notamment pour le langage, mais pour aussi d'autres types de données. Donc, voilà, là aussi, pour l'instant, on va reconduire à l'identique, je dirais, le challenge IA. Mais comme on sait qu'on ne sature pas toute l'enveloppe, on est aussi ouvert à des idées et on ne va pas se priver d'en agiter quelques-unes dans les prochains mois. On va également nourrir l'industrialisation. On s'aperçoit que dans la recherche française, on a fait énormément de progrès en dépôt de brevets, en création d'entreprises ou en transfert, mais on est encore inférieur à ce que peuvent faire les Britanniques ou des pays nordiques. Donc, il faut continuer à soutenir ces outils. Même si aujourd'hui, en France, on considère qu'il y a à peu près 400 incubateurs, incubateurs, plateformes, studios, tous les noms qui existent, donc c'est pas mal en IA. Mais en tout cas, on va continuer à soutenir les organismes de recherche publique à le développer, y compris parfois en les faisant travailler avec le privé, notamment le CEA a montré la voie de ce point de vue-là. On a également une mesure
Alors, donc, il y a aussi l'idée qu'avec tous les outils d'investissement en fonds propres que BPI doit développer, donc ça, on met pour mention pour montrer qu'il y a une stratégie globale. Après, bon, c'est noyé dans les mesures génériques, mais après, on va quand même calculer et faire le bilan de tout ça. Il y aura forcément une part en IA, puisque les chiffres que je vous ai donnés sont totalement en ligne avec les chiffres qui émanent du secteur des startups. C'est-à-dire que, bon, il y a plusieurs mappings, tous de très grande qualité dans l'écosystème. Donc, France Digital a publié le sien récemment. Il n'est pas européen, mais il existe. Et il a été montré que, notamment, il y avait une très forte dynamique de création d'emplois attendue. Donc, 13 000 à date, il pourrait y en avoir 10 000 de plus l'an prochain. Donc, on voit qu'il y a tout le monde a des signaux qui sont un petit peu convergents, je dirais. Et donc, évidemment, du coup, il va falloir aussi aider ces entreprises à croître. Et là, la stratégie, les stratégies développées par Bpifrance sont utiles. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Alors oui, donc du coup, il y a 40 millions d'euros qui sont prévus sur des démonstrateurs d'IA frugale. Donc je vous ai dit, il faut spécifier cette mesure. Est-ce qu'il faut plutôt l'orienter sur des outils d'IA économes en énergie par défaut, en plus de ce qu'on fait sur l'embarqué? On n'est pas fermé. Est-ce qu'il faut le faire plutôt sur de l'IA en contribution à d'autres secteurs? On n'est pas fermé non plus. Est-ce qu'il faut faire un mélange des deux? À un moment, il faudra qu'on choisisse une thèse. Pour l'instant, justement, on veut réfléchir et on est preneur des gens qui ont des idées et des retours, y compris du Hub Francia, y compris de Numéum, y compris de tous les acteurs de l'écosystème. Et enfin, on aura aussi une mesure d'animation de l'écosystème. On a prévu 5 millions d'euros, donc 1 million d'euros par an. Et on pense qu'il y a encore des choses à faire pour que la French Tech IA soit plus visible à l'international et un peu plus de moyens aussi pour sortir d'une forme d'artisanat, qui n'est pas du tout une critique dans ma bouche, mais qui est plutôt liée à la difficulté de trouver des ressources. Et donc, voilà, il faut qu'on réfléchisse aussi à ça dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, il y a ça de prévu. Et le dernier sujet, c'est la formation. Et le dernier, mais pas du tout le dernier financièrement, parce que c'est 700 millions d'euros, donc c'est la moitié. Je rappelle donc les grandes masses. Si on prend toute la stratégie, le 1,5 milliard, la moitié, c'est de la formation. Car tout le monde nous dit qu'aujourd'hui, le décollage rapide de la data science et de l'IA entraîne une très grande embolie du marché du travail et la difficulté de recruter. Et par contre, quand on prend le PIA 4 uniquement, c'est 75% industrie, économie, 25% recherche. Et donc, au total, ça fait 50% recherche, 40% économie et 10%, 50% formation, 40% industrie et 10% recherche. Donc, sur la formation, 700 millions, ça veut dire un plan de développement et d'accompagnement des universités d'enseignement supérieur de recherche et des réseaux pour développer davantage de profils, pour former davantage de profils dont les entreprises ont besoin. Pas seulement des data scientists et des préparateurs de données, ou des gens qui conduisent ces projets, mais aussi des gens qui sont des ingénieurs de la donnée, donc avec toutes les techniques de stockage des données volumineuses, les NoSQL et j'en passe, les processus d'extraction ou de traitement des flux de données, puis tout le mouvement MLOps avec les ingénieurs logiciels. Et puis là, c'est pareil, on ne veut pas se focaliser uniquement sur le Bac+5, le master ou le doctorat. Il faut aussi davantage développer, et elles sont très insuffisamment développées chez nous, encore moins que dans les pays anglo-saxons, des formations plus courtes, notamment pour assister ces experts ou ensuite pour préparer les données ou gérer le système une fois qu'il est développé et mis sur le marché. Il y a des choses à faire, pas forcément d'un niveau expert. Et enfin, il faut aussi faire ce qu'on appelle de l'X plus IA, c'est-à-dire des doubles compétences sectorielles, et puis aussi former des gens qui n'ont pas vocation, comme moi, à être des codeurs ou à comprendre en détail, mais à comprendre suffisamment de choses pour être capable de faire du sponsorship dans une entreprise, donc des juristes, des chefs d'entreprise, des commerciaux. Et c'est important pour la diffusion de l'IA. Voilà comment on a conçu la stratégie. Et là, c'est pareil, hein, ces planches sont, je les ai déjà données plein de fois, donc elles sont pour vous. Vous pouvez les garder et les diffuser si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions sur la formation et ou sur l'IA de confiance encore, ou sur l'IA sur la diffusion, pardon? Oui, Alexis, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alexis Stenner, Grand Innov plus l'agence d'innovation et de prospection internationale de la région Grand Est. Je voulais évoquer avec vous le dispositif Booster IA
sur la slide de diffusion. Dans la région Grand Est, nous avons un diagnostic intelligence artificielle. Je voulais savoir un peu plus précisément comment ce booster IA allait se déployer et s'il allait avoir une articulation particulière avec les initiatives régionales. Je vous remercie de votre question parce que j'allais oublier, alors que Gaël est en ligne avec nous. Merci de me sauver la mise. Et donc, je passe la parole à Gaël Roger pour présenter les réflexions sur IA Booster. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. Donc, quelques mots sur IA Booster. Donc, effectivement, tu en as parlé un petit peu dans tes slides. Pour l'ensemble des participants, juste peut-être pour décrire un petit peu le dispositif, sachant que je vais être peut-être un peu prudent sur ce dispositif parce que c'est encore quelque chose qui est un work in progress certes assez avancé, mais ça implique quand même qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore définitivement figées dans ce dispositif et dans les process. Donc, passer peut-être ces précautions d'usage, je peux quand même vous fournir un certain nombre d'éléments sur IA Booster. Donc déjà, pour l'ensemble des participants, son objectif, c'est d'inciter les entreprises à poursuivre et même à accélérer, d'ailleurs plutôt à accélérer leur transformation numérique en intégrant des solutions d'IA dans leur process. Et pour ça, on va proposer aux PME et aux ETI, quel que soit leur secteur d'activité, ça s'adresse vraiment à tous, un accompagnement de bout en bout dans leur projet d'intégration de solutions IA dans leur process. Accompagnement qui va prendre la forme finalement de plusieurs modules de conseil qu'on va subventionner avec BPI France, donc qui va venir opérer le dispositif dans différentes phases, des phases très amont qui vont permettre d'accompagner, de conseiller l'entreprise pour évaluer des pistes de développement potentielles à partir d'exploitation de data, de cadrer un certain nombre de conditions sur la mise en œuvre d'un projet stratégique et de définir un premier plan d'action, jusqu'à des modules de conseil beaucoup plus loin dans le projet qui vont venir aider vraiment et accompagner l'entreprise dans un déploiement opérationnel de la solution d'IA, en travaillant sur toute la mise en place et la structuration de la collecte de données, en les accompagnant aussi sur la réalisation d'un premier POC, et même en faisant un accompagnement jusqu'au passage à l'échelle finalement et la mise en production de la solution. Donc ce dispositif, il comprend un volet d'accompagnement aujourd'hui qui est très fort et qui est déjà très, très avancé dans les travaux. On étudie la possibilité aujourd'hui de le compléter avec un autre volet qui viendrait, lui, financer l'achat de la solution d'IA qui serait retenue dans le cadre de ce process d'accompagnement. Mais ce volet est encore incertain aujourd'hui. On étudie la possibilité de le faire avec les crédits dont on dispose, mais c'est pas complètement figé, complètement arbitré. Et on prévoit de lancer finalement l'ensemble de ce dispositif, donc soit uniquement avec le volet d'accompagnement, soit complété avec le volet de financement, probablement, a priori d'ici mi-2022. J'ai envie, Alexis, de vous retourner la question. Donc aujourd'hui, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a un outil DIAG-AI, mais c'est vraiment un outil de découverte assez simple. C'est-à-dire, c'est 3 à 10 000 euros opérés par BPI France. C'est vraiment une découverte assez superficielle. Ça ne permet pas d'accompagner une PME vraiment dans un projet approfondi. On a vu que certaines régions, vous allez nous dire comment vous voyez les choses en Grand Est, ont développé des outils qui vont un peu plus loin, jusqu'à une 40aine de jours d'accompagnement. Mais toutes les régions ne l'ont pas fait. Certaines sont plutôt sur des aides génériques au numérique. Donc nous, on a en gros la promesse politique à ce stade, c'est 525 millions d'euros, 500 entreprises. Ça veut dire, en moyenne, ça peut aller jusqu'à 50 000, ce qui est déjà nettement plus avantageux. Donc la question qu'on doit trancher assez vite, c'est est-ce qu'il faut aller jusqu'à de l'achat ou pas? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Et votre retour nous aide. Et surtout, on souhaite être en complémentarité avec ce que font les régions. L'idée, ce n'est pas du tout de les concurrencer, c'est au contraire d'aller là où elles ne vont pas, où là, elles ne peuvent pas aller. On peut même imaginer qu'on puisse dialoguer avec les régions sur une aide de repérage d'entreprises qui pourrait être ensuite canalisée vers BPI France avec la souveraineté de l'opérateur. Et donc vous, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous pensez qui serait le plus utile? Est-ce que c'est uniquement du diagnostic ou pas? Et comment vous faites, vous, en région Grand Est? Alors, très rapidement, le diagnostic intelligence artificielle de la région Grand Est s'inscrit dans le plan intelligence artificielle de la région Grand Est. Ce diagnostic, il vise donc aussi les PME, les ETI.
C'est 10 jours hommes, donc il a été calibré sur 10 jours hommes. Il s'inscrit dans une feuille de route et dans un parcours de transformation intelligence artificielle. Donc effectivement, il n'y a pas que cet outil diagnostic, mais ensuite il y a ce qu'on appelle un post-diag. Et là, c'est vraiment au cas par cas. Donc le livrable du diagnostic, c'est une feuille de route avec 1, 2, 3 maximum cas d'usage, problématiques très concrètes, avec en face une solution qui est mature, où on a déjà identifié d'ailleurs l'offreur de solutions qui pourrait potentiellement répondre à ce cas d'usage. Et donc ensuite, la région peut accompagner au travers d'une subvention qui va jusqu'à 50 000 € le déploiement d'une de ces solutions. Donc, on voit par contre 50 000 €, c'est déjà très bien, c'est un plafond, mais ça ne permet pas de répondre à tous les cas d'usage. Et je pense que là, on pourrait aller encore un peu plus loin pour construire une feuille de route qui soit beaucoup plus robuste, qui ne soit pas uniquement cas d'usage par cas d'usage. Et puis, vous mentionniez également la partie sourcing. C'est effectivement une des problématiques que l'on rencontre, hein, c'est évangéliser finalement, faire connaître cette technologie et montrer que ce n'est pas qu'un fantasme, ça répond à de vraies problématiques, notamment industrielles. Et là, oui, l'État, par exemple, et puis d'autres prescripteurs pourraient être importants pour bien aller chercher ces entreprises. Nous, on ambitionne 250 diags d'ici 2025. On a fait une première phase pilote avec 6 entreprises. Voilà, on voit qu'il y a quand même un gap encore à franchir. Moi, ce qui est intéressant à retenir, c'est le fait de conjuguer l'effort entre les régions et l'État, notamment aussi avec les services de l'État en région. Donc, je les salue. Et donc, nous, en tout cas, on aura à cœur dans cette mesure de solvabilisation de la demande, qui crée aussi un marché pour les startups, de compléter l'effort financier fait par les régions, pour que tout le monde, finalement, on ait un effort conjugué qui fasse masse au niveau national. Donc, on le fera avec vous. Et évidemment, on aura aussi à cœur d'être vigilant sur le fait que ce n'est pas parce que la plupart de la tech aujourd'hui est trop largement concentrée sur la région parisienne qu'il faut que tout aille à la région parisienne. Et donc, en tout cas, on travaillera avec les services de l'État en région et les régions pour qu'on essaye de faire du sourcing pour que cette aide soit vraiment distribuée sur le territoire et qu'il y ait une équirépartition à peu près par rapport à la taille économique des territoires. Après, bon, c'est l'opérateur qui décidera sur dossier, mais je pense que si on ne fait pas cet effort dans le sourcing, on n'y arrivera pas à la fin. Je vous rejoins totalement. Je suis à disposition pour diffuser sur la région Grand Est. Merci. Merci à vous. Bonjour, j'imagine Cital. Moi, là, ce dont vous parlez sur Booster m'intéresse tout particulièrement parce qu'il se trouve qu'on travaille assez naturellement avec des grands groupes, mais également de plus en plus avec des PME, parce que notamment notre solution leur permet d'automatiser leur traitement de flux papier. On arrive à lire, on arrive à classer, on arrive à extraire l'information, etc. Et donc, moi, je serais extrêmement intéressé de travailler avec les régions et donc avec les promoteurs du plan Booster. La seule question que je me pose, c'est comment est-ce que finalement on met en relation ces PME qui vont être accompagnées dans leur diag-IA, pour être la tâche indispensable, et comment est-ce qu'également on est en relation avec des fournisseurs de solutions pour aller après le diagnostic vraiment dans la mise en œuvre et l'implémentation. Là, il y a des questions de déontologie, c'est plus délicat pour moi de répondre, mais madame, voilà. Françoise. Je vais répondre. Venez nous voir, Paquilla fait exactement ça. On opère ça. Sauf que le PACA, c'est qu'une seule région, France, si je puis me permettre. Donc, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. D'accord. Sur l'Île-de-France, on opère le projet Paquilla de la région Île-de-France, comme tout à l'heure, on avait le projet de la région Grand Est. Et ce projet Paquilla, c'est de mettre en relation des PME avec les startups pour que la PME puisse faire son premier projet. Alors, puisque j'ai le micro, j'en profite. Je crois qu'il y a plusieurs étapes en fait, dans l'accompagnement des PME. La première marche, le diagnostic, en fait, souvent, n'aide pas la PME à passer la première marche, c'est-à-dire le premier projet. Donc, c'est ce que fait Paquilla. Mais je pense qu'au-delà de ça, ensuite, il faut accompagner une PME pour qu'elle puisse aller plus loin. Et ces deuxième, troisième marches, ça demande tout un tas d'offres qui aujourd'hui ne sont pas existantes. Vraiment.
Après, bon, on est bien conscient, 25 millions d'euros, ce n'est pas énorme, mais il faut bien voir que dans les stratégies sectorielles que j'ai mentionnées, il pourra aussi y avoir sans doute des mesures de solvabilisation de la demande. Par exemple, si je prends un exemple dans le domaine de la EdTech, l'Éducation nationale a lancé des marchés pionniers d'innovation, les P2IA, donc avec 6 startups pour développer des outils d'apprentissage adaptatif à l'école primaire CE1, CE2. Et désormais, donc il y avait quand même 15 millions d'euros. Et elle va répliquer ça désormais à 3 nouveaux étages, donc plus de 45 millions d'euros. Donc là, c'est pareil, avec à chaque fois plusieurs startups. Voilà. Mais c'est en cours, c'est-à-dire c'est prévu pour l'apprentissage des langues désormais au lycée, pour les prépas et puis pour l'université, je crois. Ou le collège, je ne sais plus. Et puis, donc dans la stratégie sur la santé, il y a eu aussi ce genre de choses. Donc voilà, on voit bien que, enfin, soyez bien conscients que tout ne peut pas se passer que dans la stratégie qui est vraiment quand même très industrielle. Donc, sur Marseille, il y a une expérience très intéressante qui s'appelle le Reality Lab, qu'on accompagne depuis le mois de mai, qui est fait par la Chambre de commerce, et qui propose un package de conseils qui soit à 2 500 € pour une PME, soit à 5 000 € pour une PME. Donc là, on est plutôt dans un autofinancement par le PME. Les 6 premiers mois sont un vrai succès. Donc, ils ont réalisé leurs objectifs de chiffre d'affaires, aussi lié au fait qu'il y a 5 personnes dans une équipe de la Chambre de commerce et industrie spécialisée en IA de top niveau avec des doctorats. C'est vraiment intéressant. Dans le secteur public, on a à peu près les mêmes problématiques. Le ministère intérieur, c'est 500-600 directions territoriales ou centrales. On se rend compte qu'une fois qu'on est sur place, il faut injecter un programme de formation. Et le programme de formation qu'on a fabriqué pour nous aura 2 volets. Le premier volet est un 12 heures d'acculturation qui vaut à peu près entre 150 et 950 € sur le marché selon quelle journée en présentiel ou pas. Le deuxième volet qui est plus intéressant, je pense, je recommanderais la même chose sur les PME. C'est un volet de 100 heures de formation qui est certifiant. Donc, on aura une certification de 9 millions, école de management de Lyon. Sa valeur marché est autour de 3 000, 3 500 €. Donc, il y a un certain moment, je pense, il faut décoller aujourd'hui, que ce soit la région ou l'État, l'important c'est que le conseil arrive, que les PME puissent travailler. Mais très très rapidement, il faut fabriquer des micro-projets de formation. Donc, du 12 heures, que quand une PME veut passer à l'acte, elle a besoin de former correctement ce que nous appelons le niveau 2 de formation des gens acculturés, et elle a besoin pour 1, 2 ou 3 personnes acculturées, une personne qui a une formation de chef de projet IA. Chef de projet IA, c'est 9 mois de travail chez nous, et c'est 3 500 €, dont 2 journées de séminaire en présentiel, et le reste des 70 heures de travail à distance. Alors, on a mis ça en place pour le secteur public. Bien entendu, je pense que dans le secteur privé, c'est la même chose. À côté de l'aide et du diagnostic, il faut injecter massivement une formation interne dans l'entreprise pour qu'il y ait quelqu'un qui soit au niveau qu'on appelle 3. Niveau 3, c'est quelqu'un qui est capable de participer à un poste, qui est actif, connaît tout le vocabulaire de l'IA, c'est ce que c'est qu'un data scientist, ce que c'est qu'un faire. La PME qui ne peut pas avoir quelqu'un de niveau 4, c'est-à-dire un data scientist à temps plein, quelqu'un des indépendants, qui a besoin de louer à l'extérieur dans une entreprise, il a quand même besoin d'avoir en interne quelqu'un qui tient la route et qui va maintenir le projet, le service dans la durée. Donc il faut injecter quelque part de la formation à côté des aides et des missions. Merci Jean-Martin. Gaël, est-ce que tu vois des choses à rajouter? Non, pas spécialement. Je n'ai pas forcément très bien entendu les interventions dans les salles. Donc, s'il y a des sujets sur lesquels tu penses que c'est... On reviendra, on débriefera ensemble, d'accord. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, alors il y a une question sur l'ISOM de Bruno qui demande au sujet de l'industrie 4.0, donc le point numéro 18 sur le slide qu'on voit à l'écran. Pouvez-vous indiquer à quelle échéance et sous quelle forme ce plan sera-t-il mis en œuvre? Je passe la parole à Fabien Levoyer, mon adjoint. En fait, cette action, elle s'est déroulée en fait, dans la mise en œuvre du plan de relance. Il y avait un suramortissement sur des offres d'industrie du futur pour les PME et pour les ETI industriels qui a été transformé en une aide directe, en une subvention, et dans lequel on a intégré une catégorie sur l'intelligence artificielle. Donc, les PME et ETI industriels ont pu, en intégrant des logiciels d'IA, recevoir une subvention de l'État
pour leur permettre d'intégrer cette technologie au sein de leur process. C'est vraiment un guichet qui s'est ouvert voilà, au début de la crise Covid et qui, en fait, visait à renforcer la compétitivité des entreprises qui étaient atteintes par... et qui est clos, oui, aujourd'hui. Oui, c'est un dispositif relance qui n'est plus ouvert. Mais donc, il a quand même permis à pas mal d'entreprises, que des secteurs industriels, cette fois-ci, de pouvoir intégrer des logiciels d'IA. Et donc, c'est quand même un levier pour nous, à la fois pour valoriser l'offre, puisque ça a permis donc d'intégrer plusieurs... Du coup, on l'a valorisé sur le PIA 4, mais c'est peut-être une erreur de... Enfin, on l'avait mis pour mention, mais peut-être pas valorisé dans le PIA 4, parce qu'il n'y a que des mesures nouvelles dans le PIA 4. On ne recycle pas des choses, donc c'est pas une escroquerie intellectuelle. C'est peut-être plutôt une erreur de label. Par contre, on l'a valorisé dans le plan global. Merci beaucoup, Valentin Terminen. Juste une petite question très précise concernant le dernier point évoqué. Est-ce que les logiciels éligibles sont forcément dans mode licence ou en mode SaaS? Parce qu'en fait, quand on est passé du dispositif de suramortissement au dispositif de financement dans le cadre de l'accompagnement vers la transition pour l'industrie du futur, il y a eu ce petit changement qui paraît anodin, sauf qu'aujourd'hui, la plupart des offres en fait, sont plus en mode SaaS, et du coup, on n'était plus éligible à ces financements-là. Moi, on prend le point, mais je ne saurais pas vous répondre, en tout cas pour ce qui me concerne. C'est d'autres équipes qui géraient ça à la direction vers les entreprises. Laissez-nous votre nom et on essaiera de vous trouver la réponse. S'agissant de l'industrie du futur, je veux aussi mentionner quand même l'AMI qui a été lancée suite au déplacement du président de la République en octobre à Montluçon, je crois, appel à manifestation d'intérêt qui est ouvert jusqu'au 17, donc qui est ouvert depuis fin octobre, mais qui va être suivi par d'autres appels à projets formels, cette fois-ci à la rentrée, et notamment sur la robotique à base d'IA. Et donc là, il y aura quand même 2 fois 400 millions d'euros, donc la moitié sur solvabiliser, là aussi, une offre et une acquisition donc pour déployer dans des entreprises des technologies d'industrie du futur. Bon, c'est un terme assez vague, mais qui évidemment incorpore possiblement de l'IA, et aussi pour développer ces types de solutions. Donc, voilà, là encore, il est très intéressant de regarder cela, et je pense que c'est ça le principal outil sur l'industrie du futur, plus que ce qu'on fait dans la... Enfin, nous, c'est ciblé sur l'embarqué, etc., mais l'industrie du futur, c'est vraiment dans d'autres verticales, si je puis dire, ou dans d'autres guichets ou stratégies. Et les sommes sont évidentes, 800 millions d'euros, c'est déjà plus substantiel. J'avais une question à vous poser par rapport à l'animation des écosystèmes d'IA. Oui. Vous avez dit que les réflexions étaient en cours. J'aurais voulu savoir où vous en étiez, qui participait à ces réflexions. Du coup, je fais partie du côté digital. Oui. Donc, en fait, on voulait savoir ce que vous avez en tête. Est-ce que c'était les acteurs qui sont actuellement sur cette partie-là? Est-ce que vous pensez au financement des acteurs? Globalement, la réflexion que je me fais, c'est que on a en France une scène IA qui est extrêmement importante, très prometteuse, une des premières d'Europe, mais pas forcément la seule non plus en Europe, donc il faut qu'on se batte. Donc déjà, je pense qu'il y a sans doute intérêt à avoir des événements et des manifestations communes. Donc, vous avez vu que l'État a soutenu et soutient cette idée qu'il serait bien qu'on ait dans l'écosystème d'IA 2 temps forts de communication pour démontrer la force de l'écosystème en IA national. Un temps plutôt au printemps, en parallèle ou en marge de Vivatech, disons-le comme ça, qui sera un temps tourné vers, en gros, les entreprises, la créativité, les produits, etc., le marketing. Et donc, un temps plutôt en novembre. Donc, il y a 2 Fashion Weeks de l'IA, si vous voulez, qui seraient plutôt tournés sur les techniciens, les techos, c'est-à-dire donc à la fois des manifestations de présentation d'activités de recherche partenariale, de recherche privée, de recherche collaborative, etc., comme il y a eu lieu dans la Paris AI Week, comme il y a eu lieu dans les anniversaires de Prairie ou d'autres, ou Sophia, qui est un peu plus décalée à Sophia Antipolis. Donc déjà, il y a cette idée qu'il faut qu'on donne un peu les moyens à ces événements de se structurer, de se consolider. Donc l'idée, en tout cas, qui est agitée par Cédrico, c'est ça, c'est d'avoir 2 temps forts de communication. Ensuite, il faut sans doute avoir des sites internet un peu meilleurs et un peu plus fédérateurs
donc avec un peu plus de moyens aussi. Quand on regarde la NL Deutsche, les Néerlandais, ils ont la NL Deutsche Coalition, je ne parle pas néerlandais, mais voilà. En Allemagne, vous avez deux plateformes, une la KI Bundesverband et une qui est Lernende Systems, qui est plutôt académique. En Suède, vous avez IA Sweden, donc il y a déjà des choses qui existent qui sont très bien, le Web France IA, France Digital, mais est-ce qu'il ne faut pas profiter de la marque French Tech pour faire quelque chose? Alors là, il faut en parler à la French Tech, il faut qu'ils soient d'accord, mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose à faire dans l'ordre de pouler les ressources. Troisièmement, je pense qu'il n'y a pas encore de vitrine non plus dans le volet recherche. Sur tout ce qui se fait dans les laboratoires de recherche en IA, il n'y a pas de référencement. Sur la partie formation, on voit bien aujourd'hui que, y compris des jeunes des entreprises qui veulent aller recruter ou des jeunes qui veulent se former, l'offre de formation, elle est un peu disparate, elle n'est pas centralisée. Voilà. Donc, je pense qu'en faisant, sans jeter l'argent par les fenêtres, en faisant plus d'événementiels structurants, plus de ressources fédérées, avec quelques emplois subventionnés ou embauchés à cette fin. Donc après, voilà, je ne peux pas dire on va faire là, ça, là, mais évidemment que les pôles de compétitivité auront leur place dans la gouvernance, dans la participation, et c'est très intéressant qu'ils soient là. Oui, on aimerait faire ça avec Fabien au premier trimestre 2022. Bon, on va voir, appel à AMI, appel à projet, on va voir. Oui, mais en tout cas, ce serait bien qu'à un moment, on réunisse les acteurs et qu'on regarde ce qu'on pourrait faire de bien. Donc, et si je ne m'abuse, Cap Digital fait partie aussi d'un pôle européen de DigiHall, c'est ça? Ou non, je confonds peut-être. Un EDIH, oui. Un EDIH, je ne sais plus le nom dans lequel vous êtes. Pardon, oui, excusez-moi. Sumiti, voilà, excusez-moi. Non, excusez-moi, je suis impardonnable. Mais vous avez vu que je vous ai mis. Il y a une flèche pour vous. On a une autre question sur le Livestorm de Corinne. Tout à l'heure, on parlait de Boosteria. Oui. Donc, elle demande le développement de plateformes logicielles low-code pour permettre la diffusion de l'IA dans l'économie est-elle prévue? Enfin, elle est prévue, non pas que, il faut être très honnête, une stratégie nationale d'IA, c'est pas deux personnes qui décident de tout. Il y a un côté bottom-up. Donc oui, évidemment que ces projets de plateforme low-code sont plus que les bienvenus dans les appels à projets différents. On voit bien que une partie de la création de valeur qu'on regarde dans le monde, c'est d'aller vers ces facilités de développement low-code ou voire même sans code du tout. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs présentations de gens qui m'ont dit « mais nous, on fait une plateforme, les gens, on facilite la vie des décideurs ou des unités business qui n'auront plus qu'à choisir les choses. » Et évidemment, ça fait partie de l'avenir de l'IA. Donc, elles ont toutes leur place, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait une verticale pour elles, mais elles ont toutes leur place. Et là, c'est pareil, s'il y a des projets, c'est des gens qui veulent nous en parler, nous montrer l'état de l'art, etc., on est tout à fait preneurs et on a besoin d'enrichir nos... moi, je consacre, je dirais, 15 à 20% de mon temps à rencontrer des acteurs parce que je trouve que c'est comme ça qu'on interagit. Donc, j'aime bien en plus visiter des entreprises. Donc, voilà, je n'ai pas toujours le temps de le faire, mais quand je peux le faire, je le fais volontiers. Donc, je suis prêt à aller voir cette personne. Justement, on a une question complémentaire de Corinne. Il vous dit pour l'achat des solutions d'IA, comment faire pour éviter que les solutions des GAFAM soient préférentiellement choisies? Non, mais nous, c'est évidemment notre souhait de consolider et d'éviter les fuites vers l'étranger. Après, clairement, quand on propose aux gens un pack pour acheter, on ne peut pas, on est lié par un ensemble d'obligations juridiques, tout le monde le sait. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas non plus aller vers du tout subvention à l'achat. Il faut doser. Donc je n'ai pas de moyens juridiques aujourd'hui d'écarter, voilà, si ça la demande. Après, voilà, ces actions sont ponctuelles et évidemment que dans les présentations, dans la structuration de l'écosystème, le fait d'aider l'écosystème national à se développer, parce que pour le coup, dans les aides de BPI France, il y a quand même des critères, et les critères de seuil font que les entreprises auxquelles vous pensez n'y échappent, elles ne sont pas subventionnées. Donc, voilà.
Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si Gaël, tu veux conclure. En tout cas, merci beaucoup. J'ai eu un grand plaisir à répondre à vos questions. Encore une fois, on apprend en faisant, donc n'hésitez pas à nous poser des questions via le Hub Francia ou directement via LinkedIn ou d'autres. On ne peut pas toujours répondre dans la semaine, je vous prie de m'en excuser, mais en tout cas. Et puis l'équipe, la direction de projet de la DGE, représentée par Gaël, est évidemment là en première ligne, puisque moi je ne suis que le coordonnateur, et donc les relations avec les entreprises sont suivies d'abord et avant tout à BPI France et à la direction de projet de la DGE, que je salue et que je remercie pour son aide quotidienne. Merci beaucoup Renaud, merci Fabien, merci aussi aux équipes de la DGE et de la BPI de nous avoir permis de partager cette stratégie sur l'IA. Vous l'aurez compris, forte accélération. On en parlait il n'y a pas très longtemps avec Renaud, notamment sur la partie mutualisation de données. On a ramé il y a 2-3 ans pour sortir 4 plateformes. Et on pense que d'ici 2 ans, on devrait dépasser les 20 plateformes de mutualisation de données. Donc, c'est une façon également concrète de mesurer l'effort et l'accélération qu'on peut percevoir. Tout à l'heure, vous le voyez en chiffres, où cette année, on devrait quasiment multiplier par 4 les investissements en IA par rapport à l'année dernière, si le deuxième semestre se confirme. C'est valable aussi sur les projets industriels et opérationnels, comme on peut le voir sur la mutualisation des données. On salue évidemment l'énorme effort qui est fait sur la partie formation, parce que comme le présentait Numéum lors de sa dernière AG, je crois qu'en France, on a un peu plus de 200 000 développeurs, là où on devrait être quasiment à 1 million, si la France représentait 4% des développeurs mondiaux. On a besoin de passer d'ici les 10 prochaines années, puisque le monde passera à 45 millions de développeurs dans le monde, à plus d'1,6 million. Donc, c'est peut dire que l'effort de formation, de multiplier par entre 7 et 8 le nombre de développeurs, et quand je dis développeurs, c'est évidemment incluant le monde de l'intelligence artificielle, est un enjeu crucial pour la France. Voilà, peut-être pour répondre à la question de Corinne sur la partie comment favoriser les choix des produits français et européens, je pense que la meilleure réponse, c'est sans doute cette stratégie nationale en IA, parce que pour pouvoir être choisi, il faut être le meilleur. Et tous les investissements qui sont faits maintenant depuis 2 ans, à la fois côté industriel, côté recherche, avec des investissements massifs dans les 3 IA et tous les autres centres de recherche, Data IA, que citait Renaud, sont sans doute la meilleure réponse pour préparer le fait que dans les appels d'offres et dans les choix des industriels français et européens, les choix des produits soient de plus en plus tournés vers des solutions, disons, européennes. Voilà, encore une fois, merci beaucoup. J'espère que tout ça vous a permis de préparer vos prochaines réponses à appel à projet, que ce soit côté mutualisation, confiance, frugalité, voilà. Ah si, je me permets un point, parce que moi je le vis pour le coup dans ma vie de start-up. Effectivement, Renaud le citait peu, mais de fait, toute la partie, disons, stratégie industrielle qui sont dans les appels à projets, notamment dans France Relance, et peut et doit contenir de plus en plus de projets IA. Donc, il y en a dans tous les secteurs industriels. Si vous avez des partenaires industriels avec lesquels vous travaillez, qui sont dans le secteur industriel, c'est souvent une très bonne occasion pour aller vers des projets incluant de l'IA. Voilà, il y a là, alors je n'ai pas en tête tous les plans France Relance, mais il y en a dans le nucléaire, je ne sais pas si tu connais ou pas. Enfin bon, en tout cas, il y en a une dizaine, il y a les 10 grands objets, donc le nucléaire, l'avion du futur, la carbone, enfin, il y en a. L'hydrogène, batterie, tout ça. Les 10 objets que le président de la République a cités dans son invitation. Et dans tous ces domaines industriels, il y a toujours une bonne occasion de caser un peu d'IA dans les batteries pour optimiser les matières premières, etc. Voilà, donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Profitez-en bien. Maintenant, vous pouvez préparer toutes vos réponses à appel à projet. Je pense que tous ceux qui ont organisé cette soirée, que ce soit Numéum, Enov, Grand Innov, Cluster IA et le Francia étaient ravis de vous avoir et sont aussi à votre disposition pour vous aider à construire ces projets. À bientôt.
revoir.